Bonjour à toutes et à tous, c'est Quetrus, je suis avec Sam. Salut Sam, ça va? Ça va et toi? Ouais. Je suis également avec Jehan, qui est aussi Mr. Box. Alors, il est pas au micro, mais peut-être qu'on entend. Voilà, vous l'avez entendu en fond. Et on est ici alors pour un hors-série un peu spécial de Comics Outcast, car nous sommes dans les locaux d'Ankama, en compagnie de Run. Bonjour Run. Hello, salut les gars. Vous avez vu, il fait beau à Roubaix, c'est incroyable. Oui, alors qu'on nous avait prévu de la pluie, voilà. c'est bon augure. Merci beaucoup à toi et Ankama de nous recevoir ici, dans les locaux qui sont magnifiques en plus. Donc on va bien évidemment parler de Mutafukas, parce que le film sort très très prochainement, mais on va également en profiter pour revenir sur Doggy Bag, sur le label 619. Alors moi je dis toujours 619. Alors, ouais. Faut dire quoi? À l'américaine, bah comme tu veux. Moi je dis label 619, mais D'accord, donc je vais dire 619. il y a même des gens qui disent 619 labels, donc D'accord. ouais. Donc ce label dont tu es le directeur de collection, Oui. si je ne me trompe pas. Et on va parler aussi donc de l'actualité de ce label et notamment de la toute dernière sortie qui est Teddy Bear pour Doggy Bag Présente. Ouais. C'est ça. Donc tu fais beaucoup de choses. Tu dors des fois? Bah je dors et figure-toi que j'essaye de dormir le mieux possible parce que c'est pas toujours évident d'être ultra focus quand t'es en manque de sommeil, mais ouais. Je fais attention à ça, mais c'est vrai que la charge de travail est colossale. Oui, tu nous as dit que vous étiez pas beaucoup en fait. Non, bah dans le label 619, stricto sensus, on est vraiment 3. Après, il y a des gens qui s'occupent, par exemple Dorothée qui est notre chef maquettiste qui s'occupe du label 619 aussi, entre autres choses. Il y a Charlotte qui est là aussi pour nous aider, qui est assistante édito, mais sinon on est 3. Ouais. L'équipe, je veux dire, le noyau dur du label 619, c'est 3 personnes. D'accord, donc une petite équipe. Ouais. On va en reparler après de ce label, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours oui, en résumé, ou autant que faire se peut, quoi, en tout cas. Alors, le problème, c'est que tu veux que je commence par quand? Bah, ce que tu veux, peut-être... Moi, je pense que ça peut être pas mal de commencer dès le début, parce qu'on va faire un petit rappel, tu es à la fois auteur, directeur de collection. Donc, ouais. Dans auteur, il y a scénariste, dessinateur, ouais. coloriste. Ouais. Ouais. Tout le monde fait pas ses couleurs. Tu es donc directeur de collection. Tu es du coup réalisateur depuis peu. Ouais. Enfin non, pas depuis peu, mais on le découvre assez récemment. Ouais. Ça fait énormément de choses. Bah, moi, j'ai toujours ce problème de légitimité où je me dis tout le temps, réalisateur, j'ai l'impression que t'es réalisateur à la fin de ta carrière quand t'as fait X films, tu vois. Ah. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc oui, j'ai réalisé, je suis scénariste, je suis dessinateur, tout ça. Mais c'est vrai que tout ça est assez nouveau finalement. Enfin, en tout cas, la reconnaissance est assez nouvelle. C'est vrai que moi je réalisais aussi des petits courts-métrages, tu vois, des petits trucs qui restaient sur le net et qui faisaient pas de bruit, quoi, j'ai envie de dire. Même au début, les premiers Doggy Bags, on faisait à chaque fois des petits courts-métrages qu'on tournait un petit peu en live. Ouais, bon, ça restait, tu vois, c'était à l'arrache, mais bon, c'était quand même une réalisation. Donc disons que c'est le statut d'un coup qui tombe, tu vois, le nom qui tombe, réalisateur, tu vois. Ah ouais, tu dis ah ouais, ok, maintenant je suis réalisateur. Ouais, t'es multicorde. Du coup. T'as commencé dans le web. Ouais. Tu veux nous en parler vite fait? Oui, alors à la base, moi je bossais dans une boîte de multimédia qui s'appelait Teamschman. Et à l'époque, ils étaient précurseurs du contenu internet. Il y avait vraiment que dalle. Hein. Quand je te dis que dalle, c'est que tu tapais affaire de Roswell à cette époque-là, t'avais genre 2 sites en français, tu vois. Ouais. Donc il y avait vraiment que dalle sur internet. Et eux, ils avaient commencé à développer un petit jeu qui s'appelait Banja. Et à l'époque, c'était un petit jeu où tu étais dans une île qui s'appelait Hitland et c'était un truc vraiment ultra peaceful et machin. Et moi, je bossais là-dedans, je bossais dans cette boîte et j'étais coloriste dans cette boîte, quoi. Donc voilà. Et il fallait que ce soit le plus léger possible et il fallait optimiser à fond les courbes. Donc c'était vraiment un boulot technique pour le coup. Mais on avait la chance, on avait un boss qui nous disait vous avez une journée par semaine pour vous exprimer, pour développer éventuellement des nouveaux projets, tu vois. Et moi, j'étais déjà arrivé dans cette boîte avec sous le bras ma toute petite première BD de Mutafukas, qui était une espèce de version 0. Ouais. Et puis, moi, j'ai commencé à développer Mutafukas. Vu que je commençais à découvrir les joies de l'internet et de la vectorisation et de l'animation flash. Ouais. J'ai commencé à faire mes propres trucs. J'ai commencé à faire un petit site internet pour présenter un peu mon univers. Et il se trouve que ça a marché dans le sens où, il y avait des gens de l'autre côté du tuyau qui voyaient le truc et qui étaient contents de voir ça.
Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, je veux dire, dans le dur du sujet, quoi. Ok. Parce que du coup, j'ai lu que le projet Mutafukas, tu l'avais commencé quand tu étais étudiant. Oui. Je te ramène loin peut-être. Non, mais t'as raison parce que moi c'est vrai que j'ai tendance à griller les étapes et en plus c'est très confus pour moi, les années qui passent, c'est juste un enfer. Donc ouais, quand j'étais étudiant, en plus le pire c'est que j'ai l'impression que c'était avant-hier, tu vois. Quand j'étais étudiant, ouais, j'avais commencé à développer la version 0 de ce qu'est Mutafukas aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire c'était une petite BD en noir et blanc que je faisais dans ma chambre d'étudiant au Rotring. Et en vérité, j'avais commencé à créer cet univers parce que j'écrivais à ma petite copine de l'époque. C'était encore l'époque où on s'écrivait, tu vois. Et t'imagines, quoi, les SMS, les mails, c'était niette, quoi. C'était réservé vraiment au boulot, tu vois, du moins les mails. Et pour décorer un peu les lettres, c'était la période d'Halloween. Tu vois, c'était juste la reprise des cours. Et j'avais dessiné ces deux petits personnages. Enfin, les proto Vince et Angelino. Ouais. J'avais fait Angelino avec une tête de citrouille à l'époque et Vince qui avait déjà sa tête enflammée. Et voilà. Et au fur et à mesure, je me suis dit tiens, ils sont cool ces petits personnages, et j'ai commencé à faire une petite BD, vraiment pour le coup écriture automatique, improvisée, quoi. Ouais. Et voilà, et au fur et à mesure que j'étais en écriture automatique, il y a une espèce de fil rouge qui a commencé à émerger, qui était déjà une proto-version du pitch de Mutafukas d'aujourd'hui. Ok. Et arrivé après l'opération Blackhead. Ouais, ça c'était quand même bien après. Donc du coup, entre-temps, je suis arrivé chez Tim Schman. Ouais. J'ai pu continuer à creuser l'univers Mutafukas au travers de sites web et d'animations flash. Et à un moment donné, voyant qu'il y avait un intérêt et qu'il y avait certainement des choses intéressantes à faire, j'ai proposé à la direction de l'époque de faire un court-métrage en disant voyons, c'est une bouteille à la mer, lançons-la et on verra ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que donc je crois qu'on a mis 5 mois pour faire ce court-métrage. Moi, j'y connaissais rien, tu vois, donc voilà, j'ai fait un storyboard, on a fait les modèles 3D, on a essayé de faire le truc, c'était pour le coup avec les moyens du bord en mode artisanat total, tu vois. Et il se trouve que le court-métrage s'est fait connaître et a été notamment nommé, je crois qu'on dit, au Sundance Festival en 2003. C'était en 2003. Du coup, une petite renommée même internationale, hein, parce qu'après on a fait Sapporo, on a fait plein de festivals. Moi, j'y suis allé à aucun. Je suis resté à Lille. mais si tu veux, il y a eu un petit truc qui s'est passé par rapport à cet univers, si bien qu'il y a un gars qui nous a demandé, un mec qui était en train de produire une émission américaine pour le câble, qui nous a demandé si on voulait faire des petites pastilles Mutafukas pour mettre au sein de son programme. Et en fait, ça a échoué parce que tout simplement, on avait plein de trucs à faire. En fait, Tim Schman, on est passé d'une boîte de créa à une boîte de prod, si tu veux, pour dire les choses clairement. Ouais. Donc du coup, on avait un besoin de rentrer du cash régulièrement, et du coup, on n'avait pas du tout de recherche et développement. Donc bref, le projet est tombé à l'eau. Moi, je l'ai eu un peu mauvaise. Je me suis dit putain, c'est quand même con. On avait une opportunité de faire éventuellement quelque chose de cool. Ouais. Du coup, au bout d'un moment, je suis parti. Je me suis dit bon, là, je sens qu'il n'y a plus vraiment de perspective dans cette boîte. Donc voilà, j'ai mis les voiles en fait. Donc le court-métrage Opération Blackhead, on l'avait fait en 2002, nominé en 2003, et j'ai quitté Tim Schman en 2005 pour arriver chez Ankama en 2006, un an plus tard. Ok. Tu veux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, l'arrivée chez Ankama ? Ouais, alors si tu veux, c'était assez particulier dans le sens où... pour de vrai, je désespérais parce qu'à chaque fois que j'allais à la Fnac ou dans les librairies et je voyais les BD franco-belges qui sortaient, je disais mais je comprends pas qu'il n'y ait pas de place pour mon projet. Ouais. Parce que moi, entre-temps, j'avais commencé sérieusement à bosser sur la BD Mutafukas et parce que je m'étais rendu compte tout simplement que le travail d'équipe, c'est pas que c'est difficile, mais ça nécessite une structure, un budget, tu vois, un fond de roulement, un truc
trop compliqué. Et quand j'étais seul aux manettes, seul aux commandes, bah voilà, ça n'impliquait que moi, quoi, tu vois. Donc du coup, la bande dessinée, c'était le meilleur moyen d'expression à l'époque. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve. Bon, bref, on en reparlera peut-être. Et à chaque fois que j'allais voir les maisons d'édition, en clair, elles me disaient, bah non, enfin, les mecs croyaient clairement pas au projet, pensaient qu'il n'y avait pas de lecteur pour ce type de projet. Du coup, clairement, je désespérais et j'ai accompagné un pote à moi, Danny Boy, pour un entretien d'embauche chez Ankama. Et lui, c'est un ancien de Team Schman aussi, donc on s'était rencontrés là-bas. C'est lui qui a fait le logo Mutafuka. Exactement, ouais. Exactement. Et c'est avec lui qu'on avait aussi monté une association qui s'appelait Semperfi, qui n'existe plus aujourd'hui, mais dans laquelle il y avait Rolito qui avait fait Patapon, le jeu, tu vois, sur PlayStation. Il y avait Rolito, il y avait Danny Boy, bref. Et donc je l'accompagne parce que lui cherchait du boulot dans le multimédia et je l'accompagne dans cette boîte que je ne connaissais absolument pas qui s'appelait Ankama. Et j'avais quand même jeté un petit coup d'œil en me disant bah peut-être ils auraient besoin d'un coloriste, tu vois, comme je m'en étais fait ma spécialité, tu vois, chez Team Schman et que je voyais surtout que personne voulait de la BD, je me suis dit bon bah ça pourrait faire éventuellement un taf alimentaire parce que clairement j'arrivais aussi en fin de droit et il fallait quand même chercher une porte de sortie, tu vois. Et je l'accompagne et là je tombe sur le Big Boss et du coup on se présente tous. Lui il part faire son entretien et le Big Boss me pose des questions, donc Anthony Roux me pose plein de questions, vous faites quoi et tout. Je dis qu'on est des anciens de Team Schman, je sens qu'il y a eu des frictions avec Team Schman à l'époque, tu vois, je sens qu'on n'est pas sur un terrain conquis, tu vois. Et je parle de Mutafukaz et là il se trouve qu'il connaît. Et il me dit et qu'est-ce que tu fais quoi de cet univers là maintenant? Je dis écoute, je cherche un éditeur pour faire une BD. Et lui il me dit écoute, ça tombe bien, je veux monter une maison d'édition. Et en gros, top là, quoi. Tu vois, j'ai dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Alors que tu avais galéré. Mais ouais, alors déjà, j'ai galéré. Ensuite, je viens pas pour ça. Ouais. Et en plus, c'est pas une maison d'édition. Oui. Et tu vois, et en plus, je comprends pas trop ce qui se passe. Et du coup, j'étudie la question. Et il me montre 2 trucs qui venaient de sortir, c'est-à-dire l'artbook Dofus et le manga Dofus, qui était fraîchement sorti de chez l'imprimeur. Ouais. Et je me dis ouais, putain, il y a peut-être moyen de faire un truc avec ces gars-là, mais en même temps, je me dis j'ai l'impression que ça va pas forcément prendre parce que on était à Roubaix, moi je venais de Lille, je trouvais que c'était très local comme façon d'aborder les choses, tu vois. Ouais. Je me voyais pas conquérir le monde, même si c'était pas ma volonté, tu vois ce que je veux dire, mais bizarrement, je me disais mais on va se retrouver dans une librairie au moins, tu vois. Et c'était pas gagné parce qu'il y avait pas de distributeur à l'époque. Ankama n'avait pas de distributeur, donc voilà. Et je me suis dit finalement, voilà, je tente le coup. J'ai demandé conseil à un pote, Stan, qui bosse, Stanislas Manoukian, qui m'a dit tente le coup, ça peut valoir le coup. Franchement, vu que c'est une maison d'édition qui se crée, il y a peut-être un coup à jouer, quoi. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai sorti le premier tome de Mutafukaz en 2006. Et Ankama Édition n'avait pas de distributeur à l'époque. Ouais. Et est-ce que le fait que Ankama vienne aussi un peu du web et toi aussi, est-ce que ça a fait que vous compreniez un peu plus? Et t'as pu, par contre, par rapport aux autres éditeurs plus classiques en BD, où t'as pu avoir des murs ou ce genre de choses, ou c'est juste qu'ils étaient plus ouverts que les autres? C'est possible qu'il y ait un peu de ça, mais c'est aussi que Anthony, donc Tot, ne met pas les gens... Dans des cases. Tot ne met pas les gens dans les cases, effectivement. Et du coup, pour lui, venir du jeu vidéo, venir du web, ça veut rien dire, tu vois. Et lui, il avait déjà, et il a toujours, cette volonté de foutre un coup de pied dans la fourmilière, tout le temps. Donc ça lui plaisait quelque part, il se disait, moi je lui disais aussi les retours que j'avais eu des éditeurs, et il me regardait, et il fronçait les sourcils, il me disait, mais ils sont cons. Tu vois, donc il y avait un truc comme ça, où il avait cette espèce aussi d'esprit revanchard, tu vois, par rapport à une espèce de système sclérosé, où on avait l'impression qu'on pouvait rien proposer de nouveau, quoi. Et je te parle pas de la Russie, là, tu vois. Non, et donc voilà, je pense qu'on s'est retrouvés sur ce terrain-là. Une envie de changer un peu les choses, quoi. Ouais, et lui, il avait connu le court-métrage Mutafukaz, et à mon avis, dans sa tête, ça avait tilté. Il avait vu toutes ces références à la pop culture que possiblement les éditeurs en face de qui j'étais ne voyaient pas, ou alors ne voulaient pas voir, ou alors me prenaient pour un petit con aussi, tu vois, c'est possible. Ouais. Donc j'en sais rien, toujours est-il que quand on s'est rencontrés, ça a matché assez facilement parce qu'on était tous les deux dans une volonté d'un peu bousculer les choses et de proposer surtout de nouvelles choses.
Alors j'ai entendu, tu as donné une petite interview pour un podcast, La Nouvelle École, je crois. Ouais. Et t'as dit que t'avais proposé ta BD à Eric Larsen, qui est le créateur de Savage Dragon et un des 6 fondateurs de Image Comics. À fond. Donc Mutafukaz aurait pu être dans Image Comics. Carrément, si j'avais été meilleur en anglais, quoi. Parce que apparemment, non, mais c'est con, mais moi j'ai envoyé justement le dossier Mutafukaz à Image, et c'est Larsen qui m'a répondu en me disant franchement l'univers est cool, les graphismes sont cool, mais l'anglais n'est pas bon. D'accord. Et point. Et je me suis dit, peut-être qu'éventuellement ils peuvent me proposer un mec, tu vois, un co-auteur, j'en sais rien, tu vois. Et non, en fait, c'était. Ouais, c'est pas leur philosophie. C'est pas leur truc, tu vois. Donc, voilà. Donc, et moi, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être pu me mettre avec un. Mais j'avais 0 contact, si tu veux. D'accord. J'avais clairement 0 contact. Donc, je me suis dit, c'est mort. C'est con, hein. Ouais. Enfin, c'est con, en même temps, c'est con, oui et non, parce que à côté de ça, moi, j'ai pris une espèce de voie parallèle qui fait qu'aujourd'hui il y a aussi le label 619 et il y a toutes ces choses. Mais ouais. D'accord. Et d'ailleurs, non, vas-y, Sam. Ouais, puisqu'on est sur le comics américain, j'ai vu aussi qu'il y a quelques années, tu l'avais pas sorti dans Mutafukaz dans un format plus américain, plus comics book, pour essayer de le revendre aux États-Unis sur des festivals, sur des. Ouais. Enfin. C'était une espèce de... On fait ça de temps en temps, on l'avait fait pour Doggy Bags, quand Doggy Bags 2 n'était pas encore prêt pour présenter le Doggy Bags 2 et aussi le Doggy Bags 1, en gros pour présenter le concept Doggy Bags, on avait fait une espèce de tome 0 qui était pour les festivals. Et là c'était pareil, je suis allé à un festival de San Diego et pour faire connaître un petit peu le label 619 et Mutafukaz, on avait sorti... un petit bouquin de 32 pages, tu vois, format souple, très comics américain, mais ça a été juste un sample, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas eu de retour là-dessus. Si, les gens kiffaient, en plus ils aimaient bien le nom, tu vois, ça leur changeait, tu vois. Et mais pas eu de retour. En fait, on était dans l'artiste alley, donc tu vois, il paraît qu'il y a des éditeurs qui passent de temps en temps, mais nous on n'en a pas vu, quoi. Ouais. Puis en plus, j'étais allé avec Yuck. Et on était au Comic-Con et on est avant tout des fans aussi, tu vois, et un peu des geeks, quoi. Okay. Donc on restait jamais au stand, tu vois. Donc on allait toujours voir les trucs et tout. On était quasi jamais dans le stand. Donc ça se trouve, on a laissé aussi passer des opportunités, j'en sais rien. Mais en tout cas, les gens étaient contents. Je veux dire, les lecteurs étaient contents, ils trouvaient ça cool, revenaient, demandaient une signature. Mais non, on n'a pas eu de touche particulière avec des éditeurs. Ok. Donc c'est la seule publication en anglais de Doggy Bags, du coup, qui a existé ou... Alors là, c'est de Mutafukaz. Mutafukaz, pardon. Ouais. Tu veux la refaire ? Non, c'est bon. Je peux me tromper. Non, parce qu'on a eu... Bon, là, je rentre un peu dans le truc, mais il y a eu Titans Comics qui ont sorti le tome 1 de Mutafukaz, mais ça s'est tellement mal passé, je veux dire, la collaboration a été assez catastrophique que j'ai dit non, on arrête avec ces gars-là. Donc j'ai voulu reprendre les droits parce que c'était... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, je trouvais que ils étaient pas bons, quoi. Et du coup, on a récupéré les droits. Donc les droits aujourd'hui américains sont libres. Ok. D'accord. Du coup, tu pourrais rechercher si tu avais envie. Ankama bosse avec Média Participation. Et dans Média Participation, il y a Mediatoon qui s'occupe de vendre nos titres à l'étranger. Donc là, il devrait trouver un éditeur américain. Si c'est pas le cas d'ici juin, je pense que je vais passer directement par Comixology US parce qu'on a les contacts et ça se passe bien avec eux. Ouais. Très bien. Du coup, tu parlais de la Comic-Con, du fait que tu étais fan. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien connaître un petit peu tes références dans l'univers du comics, ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, que ce soit des anciens titres ou des plus récents. Moi, je suis à l'ancienne. Je suis vraiment à l'ancienne. J'ai jamais été vraiment très attiré par tout ce qui est super-héros. Ouais. Même si j'aime l'imagerie, le côté iconographique et tout. Hein. Mais les comics genre de Marvel et DC, je passe carrément à côté. Moi, je suis de la team ancienne école à base de Sin City, tu vois, Frank Miller... Martha Washington, Watchmen, de cette équipe-là. Donc là, je te parle de comics vraiment à l'ancienne, mais dans les comics un peu plus récents, moi j'ai vraiment bien aimé The Authority par exemple. Ouais. Et sinon, je t'avoue que depuis que je suis passé directeur de collection du label 619, j'ai quasi plus le temps de lire. Quoi. C'est juste l'enfer. Ouais.
Et j'achète, tu vois. J'achète les BD, je les lis pas, c'est un truc de malade, quoi. Mais et je suis à la fois, j'aime autant les comics que les mangas, en fait, pour plein de raisons différentes. Et voilà, quoi. Mais sinon... Et du coup, d'ailleurs, là-dessus, en fait, c'est vrai que Mutafukaz, ça ressemble un peu à du comics. On voit qu'il y a t'as quand même des influences manga dessus, puis on voit que le film tu l'as fait avec un studio japonais. Du coup, toi, tu te positionnes comment là-dedans ? C'est voulu, ou c'est juste que tu t'es nourri de tes influences et que ça a donné Mutafukaz ? Ouais, c'est ça. En fait, c'est plutôt un accident. Mon style, si tu veux, quelque part, je l'ai pas choisi, j'ai pas décidé de quel style je voulais. En fait, c'est une succession de contraintes qui m'ont amené à un style. En fait, tu vois. Et forcément nourri aussi de mes influences manga, comics, mais c'est pas réfléchi, quoi. C'est vraiment de l'ordre de l'instinct et voilà. Et je pose ce que je pose et voilà. Effectivement, je tends parfois vers un petit peu des gimmicks propres au manga, mais en même temps, j'aime aussi... Enfin, tu vois, c'est pas réfléchi, c'est juste une espèce de magma bouillonnant qui fait qu'à un moment donné, il y a eu ce résultat-là qui est arrivé, avec les contraintes techniques aussi. Des fois, les mecs, ils me disaient « Ah, c'est bizarre comment tu fais tes mains, j'aime bien comment tu fais tes mains. » Je dis « Ouais, non mec, c'est parce que je sais pas dessiner les mains, en vérité. » Donc, tu vois, après, on apprend, après, on s'améliore, et puis voilà, t'as pas le même niveau aujourd'hui que 10 ans après, mais en vérité, c'est un style qui s'est imposé à moi par facilité d'écriture et que je creuse de plus en plus, quoi. Mais ouais, et effectivement, nourri à la fois du côté japonais et à la fois du côté américain. On a cette chance en France d'être... tu vois, les Japonais sont très domestiques, quoi, sont très locaux dans leur goût. Ils aiment quasi que le manga. Les Américains, ils sont très... Ils commencent à s'ouvrir un petit peu à la BD franco-belge, mais c'est extrêmement timide. Et j'ai l'impression même que c'est un peu élitiste. Nous, les Français, on a à la fois notre propre style franco-belge et on est en plus super exposé au manga et super exposé aux comics américains. Je crois que c'est peut-être le seul pays, peut-être les Italiens à la limite, qui est dans ce truc-là. Donc je pense que vraiment la nouvelle voie de la bande dessinée, à mon avis, peut vraiment venir de la France. Ouais. Je pense. Oui, c'est d'autant plus étonnant que tu aies eu autant de mal à trouver un diffuseur, distributeur, enfin un éditeur. Ouais, un éditeur. Ouais. Puis ça a été la même chose pour le film, effectivement. Donc tu vois, d'où ton lapsus. Mais je crois après que les mecs étaient un peu vieux. Je veux dire pas vieux. Moi, quelque part, ça se trouve, je suis un vieux pour les jeunes qui écoutent ou que je croise, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, ce qui se passe dans la tête, tu vois, ta façon de. Déjà, je me dis, ces gars-là, est-ce qu'eux-mêmes, c'est comment dans leur bureau, tu vois. Leur bureau, t'as l'impression d'arriver chez le banquier déjà. À la base, il y a un souci, tu vois. On fait de la BD, on bosse dans la pop culture. À un moment donné, si toi-même t'es pas client de ce que tu fais, comment ça se passe, tu vois. Donc, à un moment, je pense que si les mecs c'est des financiers, ça m'étonne pas qu'ils aient rien compris. Enfin, après, peut-être je suis arrivé trop tôt. Après, peut-être que j'étais aussi. Peut-être qu'ils ont perçu ça comme une espèce d'arrogance, tu vois, cette espèce de volonté de vouloir foutre un coup de pied dans la fourmilière et de se dire on va changer les règles de la BD. Les mecs se sont peut-être dit aussi mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui se prend pour un taulier alors qu'il a juste rien fait, quoi, tu vois. J'en sais rien. Mais du coup, est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu ouvert une voie ? Parce que je pense que je sais pas quels éditeurs, et on s'en fiche un peu, c'est pas la question, que tu as rencontré à l'époque, qui était plus classique et du coup rejeté un peu ton travail. Je sais pas si tu as été voir l'association, mais qui était pas non plus complètement dans ton style. Ouais, c'était en fait, t'étais quelque chose qui existait pas vraiment encore en France. Et donc tu l'as dit, tu as galéré. Est-ce que tu as l'impression d'avoir ouvert une voie et d'avoir montré, voilà, c'est possible de faire ça en France, de faire cette espèce de BD de genre, peut-être, je sais pas comment tu peux le définir, mais... Ouais, c'est vrai que nous, à chaque fois, dans les maisons d'édition plus mainstream, on nous disait que c'était trop underground. Ouais. Enfin, tu vois, on nous disait, en fait, j'étais tout seul, mais tu vois, je pense déjà équipe, parce que je suis en train d'anticiper sur le label 619 dont on va parler après. Et dans les maisons d'édition underground, on était trop, à la limite, mainstream, ou trop accessible, ou trop, enfin, tu vois, pas assez intello, ou, voilà. Donc c'est vrai que le projet avait le cul entre deux chaises. Pour moi, c'était pas le cas, hein. Pour moi c'était limpide, c'est un nouveau truc et puis c'est tout. Après, est-ce que j'ai la sensation d'avoir ouvert une brèche ? Oui et non, c'est-à-dire que oui, je l'ai fait concrètement, mais ça se serait fait de toute façon, je pense. C'était une histoire de temps parce que, regarde,
Moi, après, quand j'ai publié Moutafoukaz, les mecs sont arrivés, tu vois, Florent Maudou, Guillaume Saint-Gelin. Ces mecs étaient prêts, ils n'ont pas attendu après Moutafoukaz, ils étaient là, ils faisaient déjà ça. Donc, si tu veux, je suis arrivé. Moi, j'ai essuyé les plâtres, en fait, pour tout le monde, en gros. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et une fois que je suis passé de l'autre côté, j'ai tendu la main à. C'est bon, on a fait une espèce de cheval de Troie dans le monde de la BD, quoi. C'est-à-dire. C'est bon, la voie ouverte. Tu vois, c'était ça, quoi. Ouais. Et après, on est sorti du truc et voilà, on a coupé les têtes, quoi. Non, tu vois, je déconne, c'est pour l'image marrante, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, c'était là, c'était présent. Je pense que je suis arrivé un tout petit peu trop tôt, ce qui fait que j'ai été un peu en galère. Après, je sais que quand j'ai sorti le tome 1 de Moutafoukaz, j'ai été contacté par Caster, tu vois, qui venait juste de se lancer, tu vois. Donc, à la limite, j'aurais peut-être fait le truc chez Caster, tu vois. Ça s'est joué à 1 an, en fait. Et mais après, peut-être aussi que Caster s'est lancé parce qu'aussi il y a eu Moutafoukaz qui a lancé un truc, je sais pas. Je ne sais pas. Il y a des finir, mais forcément, c'est. Ouais. Tu penses que ça se serait fait de toute façon ? Enfin, que ce soit toi ou que ce soit. Ankama ou autre part, c'est un mouvement en tout cas qui allait émerger en France. C'est comme le film de genre en France, hein, clairement. Ouais, je pense que c'est toujours une histoire de temps, mais moi je suis plutôt de la team qui pense que les idées sont dans l'air du temps et presque t'appartiennent pas. Si tu veux, ça flotte et puis de temps en temps tu t'empruntes des idées à l'air du temps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça serait arrivé de toute façon, peut-être pas sous cette forme-là, peut-être pas avec ces gens-là, j'en sais rien. En fait, on peut jamais savoir. Mais c'est sûr que avoir essuyé les plâtres, j'ai donné, quoi. Ouais. Du coup, on va passer au label 619. Oui. Pour bien enchaîner. Avec cette question, le logo du label 619 est présent dès le premier tome de Moutafoukaz. Ah non. Ah, c'est un rajout ? Il est arrivé à la 2e édition du tome 2. D'accord, ok. Ouais. Du coup, j'ai la 2e édition. Ouais. Et pardon, oui. Mais du coup, comment s'est fondé ce label ? C'est pas quand t'as sorti Moutafoukaz que t'avais déjà l'idée du label en tête ou t'en avais discuté avec Ankama ? C'était ma question en fait. Non, parce qu'à la base, moi je faisais le truc avec Ankama, tu vois, il n'était pas question de faire des collections ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était une BD Ankama, point barre. C'est au fur et à mesure, quand Todd m'a demandé, entre guillemets, un coup de main pour lancer sa maison d'édition, c'est-à-dire trouver des auteurs, essayer de voir ce qui était possible de faire. Et lui, de son côté, il continuait aussi à trouver des auteurs. Mais lui, il avait une orientation beaucoup plus éclectique. Et moi, j'étais très dans un truc, dans ce qu'est le label 619 aujourd'hui, c'est-à-dire la BD de genre, plutôt adulte, plutôt urbaine. Là où lui, tu vois, il allait aussi voir du côté des pré-ados. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ça commence à faire beaucoup de bandes dessinées et on ne sait pas exactement à qui on s'adresse, tu vois. Et je sais que c'est super important pour plein de gens. Une ligne éditoriale tout simplement, quoi. Bien sûr. Donc je me suis dit ce serait peut-être bien de faire une ligne éditoriale claire pour les différents projets. Donc on en avait fait d'ailleurs pour les mangas aussi, qu'on a laissé tomber par la suite, mais et pour la bande dessinée. Et il n'y avait pas que le label 619, j'ai aussi créé une collection qui s'appelait L'Araignée, qui était beaucoup plus introspectif, beaucoup plus orienté auteur, plus cool, plus calme. Et label 619, c'était la variante urbaine, un peu plus décalée, un peu plus plus d'hémoglobine. Genre, tu vois, un truc un peu plus irrévérencieux, on va dire, et aussi plutôt orienté jeune adulte que les autres collections, quoi. Bien que l'Araignée, c'était aussi très adulte, quoi, mais du coup, je rebondis sur le terme irrévérencieux, parce que quand on avait fait le dossier là sur Doggy Bag dans le Comics Outcast, on avait parlé en fait de ton Comics Code, ce que tu détournes en fait. Et d'ailleurs, Doggy Bag se rapproche un peu plus du comics que Moutafoukaz dans sa forme. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Pourquoi ? D'où c'est venu cette idée ? Le Comics Code, en fait, c'est ce qui a tué le comics dans les années 50 aux États-Unis. Donc du coup, je trouvais qu'il y avait une espèce... Le fait qu'on me refuse d'éditer Moutafoukaz, c'est-à-dire que les éditeurs n'en voulaient pas. Quand j'ai publié Moutafoukaz, je me suis dit, on va rajouter ce truc désapprouvé par le Comics Code. Quelque part, je veux dire, dans la méta, c'était aussi les autres éditeurs n'en ont pas voulu. Cette BD ne fait pas partie de la famille de la bande dessinée française, quelque part. Il y avait ce petit côté-là.
Et puis voilà. Mais à l'époque, le Comics Code, il a été créé dans les années 50 parce qu'on considérait que c'était le péril des jeunes. Tu vois, le péril jeune, dans le sens où ça allait mettre plein de mauvaises idées dans la tête des gamins parce qu'il y avait du meurtre, il y avait du sang. Et à l'époque, les mecs, ils avaient pas la télé, ils avaient pas la radio, ils avaient juste la BD pour s'évader. Du coup, ils avaient considéré, certains psychiatres avaient considéré que c'était extrêmement dangereux. Il y a une espèce de ligue comme ça qui s'est montée et il fallait absolument que ça passe par la censure. Donc tout ce qui était approuvé par le Comics Code, en gros, les distributeurs le distribuaient, ça se retrouvait en librairie, etc. Par contre, tout ce qui n'avait pas le sceau approuvé par le Comics Code, c'était mort. Les mecs, ça a tué carrément en filon parce que les mecs n'étaient plus distribués en librairie. Du coup, ça a tué toute créativité aux États-Unis. Et d'ailleurs, je trouve ça marrant que, pour la petite parenthèse, Comics Bureau ont repris ce truc-là dans Infinity 8. Par contre, ils ont mis Approved by Comic Code. Donc, je sais pas s'ils ont bien compris la signification du truc. Mais en gros, quand c'est approuvé par le Comics Code, c'est que la censure est passée par là et qu'en gros, tu vas rien trouver de très original ni grinçant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'était un petit peu un clin d'œil. Et surtout qu'aujourd'hui, je trouve qu'on fait exactement le même procès aux jeux vidéo qu'à la BD dans les années 50. Donc c'est assez drôle de mettre ça en perspective. C'est assez désuet, parce qu'aujourd'hui tu dis, attendez, c'est des dessins, c'est pas sérieux, quoi. Mais en vérité, c'est le même procès qu'on fait aux jeux vidéo. Je pense que dans 50 ans, on se dira la même chose. On dira, mais on peut pas mettre sur le dos de certains faits divers les jeux vidéo, tu vois. Ouais, ou même le jeu de rôle à l'époque. Ou même le jeu de rôle à l'époque, de toute façon. On trouvera un autre truc, un autre moment aussi, quoi. C'est ça, quoi. En fonction des générations. On se demandait aussi comment tu fais tes choix de titres, comment t'arrivent les projets, comment tu choisis les auteurs avec lesquels tu bosses, tu les intègres, comment tu les fais venir dans du Doggy Bag plutôt que dans du 619 tout seul, Ouais, c'est au cas par cas en fait. Ça dépend des mecs. Déjà, ça dépend des mecs que j'en fasse, ça dépend de leur volonté, ça dépend de ce qu'ils me proposent aussi. Tu vois, parfois les mecs ils arrivent, genre j'ai envie de bosser avec vous, je sais pas quoi faire, j'ai pas de projet, voilà mon site. Et tu vois, et à ce moment-là, tu crées des choses. Donc moi, Doggy Bag, ça me permettait aussi de voir comment je pouvais travailler avec ces gens-là. Et c'était aussi un premier pas pour eux dans la bande dessinée. Parce que clairement, proposer direct une BD solo sur 128 pages ou sur... Enfin, tu vois, c'est compliqué, même pour les mecs. Des fois, tu penses que tu veux faire de la BD, mais tu te rends compte que tu tiens pas sur la longueur. Moi, à un moment donné, quand je faisais ma propre BD Moutafoukaz, je me disais, oh, putain, mais en fait, c'est long. Tu vois, c'est tous les jours, tu vois, je peux pas m'arrêter maintenant, tu vois, il faut que je termine ce que j'ai raconté. Donc ça, c'est pas à la portée de tout le monde, hein. Il y a des mecs qui craquent au bout d'un moment, qui se disent non, c'est trop dur, c'est trop chiant, c'est trop long. Donc déjà, ça permet aussi aux mecs de voir s'ils tiennent sur la longueur. Parce que c'est pas non plus une gymnastique que tu t'imposes toi-même en tant qu'auteur, genre, ok, maintenant je veux faire de la BD, je vais voir si je tiens sur la longueur et te faire une BD tout seul dans ton coin du début à la fin, tu vois, parce qu'il faut vivre. Oui. Donc voilà, c'était un premier test, et puis aussi voir comment ça se passe avec le mec, je veux dire humainement. Moi, si ça se passe pas très bien avec les mecs humainement, en gros, je continue pas parce que c'est déjà assez galère de faire une maison d'édition qui tourne. T'as pas envie de te prendre la tête avec des mecs, tu vois, avec qui t'es pas forcément en accord sur les choses. C'est arrivé que très 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 rarement, ceci dit. Et voilà, et c'est au coup par coup, c'est au coup de cœur, c'est si les mecs des fois arrivent avec un projet mais je sens qu'il est pas forcément encore mature, je lui propose plutôt de bosser sur un Doggy Bags avec un scénariste, le temps qu'il continue de réfléchir à son truc tout en étant payé à faire autre chose, tu vois. Et puis en général c'est toujours payant parce que les mecs, tout ça prend ça prend du temps de mûrir un projet, donc voilà, c'est au coup par coup, hein, clairement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire Doggy Bags en fait? Enfin, ce format qui est quand même assez spécial, qui sortait en kiosque, hein, si je ne m'abuse, et en librairie. En librairie seulement. Seulement en librairie, d'accord. Ouais. On a préféré éviter le kiosque, c'est trop casse-gueule, quoi. Trop casse-gueule, ouais. Mais tout simplement, moi j'ai toujours préféré les nouvelles aux romans, par exemple. C'est un truc con, mais j'ai toujours adoré les formats courts, et même quand je regardais les formats courts type...
les contes de la crypte. J'allais le dire. Ou parce que là j'étais en train de réfléchir à d'autres choses en même temps. Au-delà du réel. La quatrième dimension, c'est encore quatrième plus vieux, dimension à fond aussi. Il y avait quoi ? Il y avait l'autostoppeur, tu vois. Il y a même eu des trucs français. Je me souviens plus du nom exactement, mais il y avait un truc français dans lequel jouait aussi Gérard Jugnot. Je me souviens d'une histoire de boîte de sardines avec des doigts dedans coupés. Enfin, il y a une tentative française de récit court à la télé. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais Idée Noire, Série Noire, je crois que ça s'appelait. Ah oui, peut-être. Ouais. Bon, bref, et j'ai toujours adoré ça. Et un jour, j'étais au Comic Con de San Diego et je vois des mecs qui rééditent les BD justement dont on parlait juste avant, qui avaient été censurés par le Comic Code de chez EC Comics, qui était très basé sur l'exploitation, l'horreur et tout ça. Et j'ai dit, mais pourquoi on fait pas ça en France, en fait ? Pourquoi on fait pas ça en France ? Il y aurait moyen de faire vraiment quelque chose de costaud. Après, ces BD-là, elles étaient en général 5 à 6 pages, tu vois. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose qui ait de la tenue, des récits courts, mais quand même pas genre juste sur 5-6 pages, parce que ça donne un effet patchwork qui est peut-être pas super agréable. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc comme ça avec des récits courts qui se tiennent de A à Z, et qui soient cohérents les uns avec les autres, avec une charte graphique. Donc voilà, je suis rentré en France, j'en ai parlé à Guillaume Saint-Gelin, j'en ai parlé à Florent Maudou, j'en ai parlé à Yuck, parce qu'il fallait aussi une charte graphique qui soit vénère et qui rende le tout très cohérent. Yuck, pour l'histoire, c'est... il bosse avec moi sur le label 619 depuis le début et c'est avec lui qu'on a monté toute la charte graphique. On se connaissait déjà depuis Tim Schman, hein, donc ça fait 20 ans que je connais. On a les mêmes références, on se comprend, on n'a même pas besoin de se parler à la limite, tu vois. Il voit très bien le projet, exploite, machin, bam, direct, il a ses typos en tête, il fait le truc, ça match. Donc je savais, tu vois, Yuck, s'il n'était pas au label 619, je sais même pas s'il y aurait vraiment un label 619 à vrai dire. Je me serais pas engagé dans ce truc-là sans lui, parce que c'est du travail de faire cette charte graphique, que les titres se répondent en termes de cohérence graphique, tu vois, c'est un truc costaud. Donc bref, et je leur propose cette idée de faire Doggy Bag, c'est-à-dire une anthologie de récits courts, un peu horrifiques, un peu exploit et tout le monde est chaud. Donc je dis allez, on y va. Mais clairement, on savait pas on savait pas où on foutait les pieds, quoi. Et moi encore moins, si tu veux. Je savais pas que ça allait être aussi compliqué d'être le chef d'orchestre de ce truc-là. À la fois, j'avais ce fantasme de me dire, ce serait bien qu'on en fasse 2, 3, 4, 5. Ce serait génial qu'on aille jusqu'au 13. Tu vois, je me disais ça à l'époque. Mais je savais pas que ça demandait autant de boulot. Là, pour le coup, c'était beaucoup de travail. Beaucoup de travail parce que c'était beaucoup de nouveaux auteurs qu'il fallait aussi accompagner et qu'il fallait diriger dans un truc qui ne soit pas de la parodie, qui reste un hommage au genre, tout en ayant quand même un certain recul. Enfin, tu vois, le curseur était pas forcément évident à trouver, tu vois. L'humour, je préférais qu'on le mette plutôt entre les histoires plutôt que dans les histoires à proprement parler. Après, tu peux pas empêcher Florent Maudou de mettre de l'humour. Ça, c'est un truc, c'est clair et net. Mais voilà, je voulais que le tout soit assez original et que le ton soit singulier à ce titre en particulier. Donc ça, pour le coup, ça a été quand même du travail. Et la chose qui fâche. Pourquoi vous êtes arrêté au 13 ? Alors parce que c'était un chiffre symbolique et que c'était trop de boulot, ou qu'à un moment donné il faut que ça s'arrête, il faut passer à d'autres projets. Il y a tout ça en même temps. Il y a tout ça en même temps. Il y a tout ça en même temps. C'est-à-dire que moi, de base, je me suis toujours dit que 13, ça serait un bon chiffre pour faire pour cette série. Sauf que quand je disais ça, on n'était pas sûr de faire le 2 déjà. D'accord. Tu vois, donc c'était un peu comme si tu disais ça serait cool de passer le reste de ta vie dans une bulle tu vois, dans la mer de Chine. Enfin, tu vois, c'était juste un fantasme, un délire comme ça. Tu vois, je me suis dit 13, ça serait top. Parce que dans ma tête, on n'arriverait jamais à numéro 13. D'accord. Et puis, il se trouve qu'on on a continué et j'en suis resté à ça. Je me suis dit, ça sera extrêmement cohérent de s'arrêter au 13 par rapport au projet. Et en plus, honnêtement, j'étais épuisé parce qu'il y avait aussi le reste de la maison d'édition. Le film aussi. Et en plus, à l'époque, c'était pas juste 619, c'était la maison d'édition dans son entièreté. Il y avait le film, il y avait mon travail d'auteur, donc ça commençait à être extrêmement difficile à garder déjà une santé physique et psychologique au top.
et de garder une qualité au top. Donc je me suis dit, j'ai peur de signer le truc de trop, on va s'arrêter à ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire le numéro 13, ça sera parfait, ça sera cohérent, et voilà. Je t'avoue, c'était la mort dans l'âme, parce que j'aurais voulu encore continuer, mais c'est... à un moment donné, il faut juste faire des choix, et tu vois, quelque part, il y a la relève qui est assurée, parce qu'on fait des doggy bags one-shot, on fait des doggy bags présentes, ça veut dire que j'ai pas lâché complètement le concept doggy bags. Ah ouais. C'est juste qu'il n'y a pas la pression et la contrainte de sortir régulièrement un nouveau numéro. Ouais, doggy bags présente, ça tombe quand ça tombe, et c'est une thématique particulière. Et voilà. Et ensuite, il y a des projets comme Midnight Tales qui stricto sensus n'ont rien à voir avec Doggy Bags, si ce n'est que c'est un mec qui dirige ça. Là, pour le coup, c'est Mathieu Bablet. Okay. Et lui, c'est des histoires courtes, mais au sein d'un même univers, tu vois. Et je trouve ça aussi agréable de passer la main à quelqu'un pour un nouveau type de projet. Et là, en l'occurrence, Midnight Tales, c'est clairement un nouveau type de projet, comme l'était Doggy Bags à son époque, même si ça n'a rien à voir avec Doggy Bags. Et ouais, je trouve ça cool. Après, moi, demain, s'il y a un mec qui me dit, moi, je me sens de reprendre le projet Doggy Bags de manière X et Y, alors peut-être qu'on n'appellerait pas ça Doggy Bags, mais je serais content, tu vois. Ouais. Moi, je veux pas ronronner. Je veux pas qu'on soit dans un système où tout le monde est confort et c'est bon, on est sur la voie et on continue de faire le truc. Je préfère se dire, ok, on a fait ça, c'est bien. On a à peu près sur Doggy Bags, on a vu à peu près tous les spectres de l'exploitation. Ouais. On va peut-être passer à un autre truc, quoi, tu vois. Pour rappel rapide, le premier, vous l'avez fait sans vous payer. Ouais. Pour lancer le projet. Pour lancer le projet. Et sur la fin, vous en aviez jusqu'à 3 par an, c'est ça, qui sortaient? Sur la fin, ouais, parce que je voulais vraiment qu'on avance et je lâchais pas l'affaire et j'étais à fond et j'étais en mode allez, on y va. J'écrivais les articles, je faisais les trucs et tout. Ouais. Mais sinon, oui, sur le premier, on s'est pas payé parce que personne n'y croyait, encore une fois. Tout le monde nous disait il n'y a pas de place, il n'y a pas de public pour de l'anthologie en France. Tu vois, donc je me disais bon, ok. Donc pour mettre tout le monde en confiance, j'ai dit bah écoutez, sur le premier, il n'y aura pas de MG, il y aura juste la fabrication à payer. Donc j'ai embarqué mes compères dans l'affaire, hein, tu vois. J'ai expliqué à Florent, j'ai expliqué à Blacky. Donc Blacky, comme il devait faire un stage pour son école, j'ai dit bah du coup tu pourras peut-être faire la BD pendant ton stage, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, je me suis dit on se récupérera sur les droits d'auteur. Mais en fait, c'est pour ça qu'on est auteur de BD, on n'est pas banquier ni financier quoi. Financier. Et en fait, on a très mal calculé d'ailleurs les droits d'auteur par la suite, ce qui fait que finalement on a un truc tout à fait normal en fait. Ouais. Mais voilà. Mais de la même manière que moi, sur tous les titres en tant que directeur collection, je ne veux pas être intéressé sur les recettes. Je ne veux pas toucher le moindre centime de ce qui sort de la collection du label 619. Déjà pour que l'auteur ait l'entièreté de ses droits, mais aussi pour jamais qu'il y ait ce procès d'intention de bah tiens il fait ça pour son enrichissement personnel par exemple. Ouais. Donc ça c'est une espèce d'éthique que je me suis dit, une éthique éditoriale où je me sens bien dedans. Très bien. Et du coup le choix de la couverture souple sur le premier, c'était quoi? C'était un choix esthétique parce que on voit très bien que tu aimes les objets. Ou est-ce que c'est plus par rapport à un enjeu financier? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En plus, ça nous coûte assez cher de faire les Doggy Bags en vérité, parce que le papier qui semble pour le commun des mortels être du papier de mauvaise qualité, en fait, c'est un papier très cher. C'est le Munken. Munken Print Cream, c'est la référence exacte, qui est ultra cher. Mais si tu veux donner cet aspect mat avec, tu vois, ce toucher particulier, voilà. Donc c'est pas du tout des choix financiers. D'ailleurs, il y a aucun choix financier qui rentre dans la fabrication d'un projet chez le label 619. On veille à pas faire n'importe quoi, tu vois, mais on veille surtout à la cohérence de ce qu'on raconte, de ce qu'il y a dedans, de l'objet. Le reste, je veux dire, on se dit toujours ça suivra. Ça suivra. Et puis si ça suit pas, c'est tout. On passe à un projet suivant et voilà. Mais le choix de la couverture souple, c'est d'abord par l'objet parce que moi j'aime bien personnellement. Ouais. Mais ça envoyait aussi un signal de attention, c'est pas non plus de la bande dessinée. Je veux pas dire de la vraie bande dessinée, mais ça envoie aussi un signal très exploitation, genre, tu vois, un peu série B. Tu vois ce que je veux dire? Pulp, exactement. Voilà, c'est le mot que je cherchais.
Donc voilà, encore une fois, c'est un souci de cohérence éditoriale. Et pour le coup, le Teddy Bear qui sort en couverture rigide, c'est un choix aussi, du coup. Oui. Et pourquoi ? Parce que Doggy Bags One Shot, c'est-à-dire une espèce à considérer que Doggy Bags classique soit une anthologie de court-métrage, on va dire, pour faire les choses simples. Là, on a du long-métrage, tu vois. Et du coup, le contenu, il est quand même plus solide. Enfin, plus solide, je veux dire, de par le fait qu'il soit déjà plus long. Et on trouvait que c'était intéressant d'envoyer justement ce signal-là, quoi. C'est-à-dire, là pour le coup, on reste dans le même registre, mais on passe un gap, quoi. C'est la version longue, c'est la version, on va dire, plus sérieuse du projet. Et voilà, donc tous les Doggy Bags One Shot seront sous cette fabrication. Et là, en l'occurrence, Teddy Bear, je trouve que ça s'y prêtait à merveille parce que, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais je trouve que voilà, c'est cohérent, quoi. Encore une fois. Oui, c'est du lourd. C'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Non, mais c'est un récit. Si tu veux, on peut en parler. Enfin, ouais, carrément. Ouais. Comment d'ailleurs. C'est moins pulp, hein, d'ailleurs, t'as vu. C'est moins pulp, ouais. C'est vraiment très adulte, c'est très dur. C'est limite du docu-fiction à ce niveau-là. Ouais, carrément. Mais par contre, on retrouve cette petite touche de Doggy Bag dans le récit. On a des intercalaires où, pareil, on retrouve. Ça, c'est obligé. Bah, tu vois, là, ce dont tu parles, ce côté docu-fiction, je pense que c'est ces intercalaires-là qui t'amènent à te dire ça. Sans ça, tu te serais peut-être pas dit ça. Tu vois. Même sur Puta Madre, on m'a dit la même chose. On m'a dit, à un moment donné, c'est presque documentaire. C'est documentaire parce qu'il y a aussi les bonus explicatifs qui te permettent de voir l'aspect documentaire. On m'a jamais dit ça sur Moutafoukaz, alors que Moutafoukaz... Pourtant, il y en a. Dès le premier, t'as un passage... Alors, c'était pas aussi travaillé, poussé, mais c'était sur les cafards. Sur les cafards, et ça m'avait vachement fait penser au film d'Alain Chabat, d'Astérix, le moment où ils font un petit passage sur la mangouste. Mais dans la Cité de la peur aussi, ils avaient fait ça. Mais moi, ma référence, c'est les Strange que j'achetais quand j'étais gamin, où, pour essayer de niquer la TVA, ils mettaient du contenu pédagogique. Tu vois, du coup, il y avait tout un délire comme ça. Du coup, tu te tapais tes bandes dessinées de super-héros, puis entre-temps, t'avais la vie des Mayas, tu vois que ça fout là. Quand j'étais gamin, j'avais horreur de ça. Mais maintenant, il y a comme une Madeleine de Proust où ça me rappelle un petit peu cette époque-là, et j'ai voulu retranscrire ça dans Doggy Bags. Voilà. Après, sur Teddy Bear, je trouvais ça intéressant aussi parce que les gens sont pas forcément... c'est un sujet sur lequel ils vont pas forcément d'eux-mêmes, tu vois. Les enfants soldats, c'est quand même un sujet assez dur. Et pour raconter cette histoire-là, je pensais que c'était bien de consolider le récit au travers d'une documentation sérieuse. Et là, pour le coup, j'ai quand même pas mal j'ai pas mal délégué, là. C'est le premier Doggy Bags où je délègue autant les articles. J'avais un stagiaire qui s'appelle Diego, et il a participé pas mal à ce Doggy Bags. En plus, il avait une copine qui bossait à la Croix-Rouge, et donc qui était vraiment au fait de tous ces trucs-là. Donc, si tu veux, ça s'est monté comme ça. Et je trouve ça aussi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une approche intéressante parce que parfois, il y a des choses qui te paraissent évidentes à toi quand tu fais ta BD. Je m'aperçois que les mecs ils passent complètement à côté parce qu'ils n'ont pas les clés de référence. Donc, des fois, le simple fait de le rajouter, ça permet aussi au lecteur d'avoir un double sens de lecture que je trouve assez intéressant. Ouais, personnellement, j'entends souvent des personnes quand on parle de bande dessinée, des personnes qui, eux, n'en lisent pas ou peu, ont tendance à me dire mais sur un roman ça me coûte moins cher, c'est plus complet, ça va me durer plus longtemps et tout ça. Sur Doggy Bag, on a quelque chose de beaucoup plus fourni qu'une bande dessinée classique. On met plus de temps à les lire. Je viens de me relire le 13e qui est vraiment dense, avec même une partie de récits de nouvelles. Le tome 13, j'aurais souhaité que ça soit le concept de Doggy Bags dans sa globalité. C'est-à-dire que celui-là, on l'a vraiment... je me suis vraiment donné à fond dessus. Je me suis dit, allez, on y va, une petite histoire, la nouvelle, le machin, les articles. Pour moi, c'est le Doggy Bag. Je trouve que la série se termine bien, quoi, avec ce numéro 13, tu vois. Mais ouais, je trouve ça important parce que c'est marrant quand même qu'il y a des gens qui se disent... c'est quoi par rapport au prix et le temps de c'est ça, j'entends souvent t'as jamais entendu ça? J'ai déjà entendu, mais jamais en live, jamais personne qui me parle de ça. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ces gens-là, en général, quand ils parlent de jeux vidéo, ils disent mais c'est une perte de temps. Alors que t'as envie de dire,
Non, mais dans ce cas-là, le contenu, t'en as pour 10 heures de jeu, là où sur un DVD, t'en as pour 2 heures de film. Enfin, tu vois, je trouve ça assez étrange de comparer la durée. La quantité, tout ça. C'est très bizarre. Le rapport. La productivité, quoi. Ou une fois, j'avais lu dans une critique, c'était sur une BD qu'on avait sortie, Pandala, qui était sans parole. Ouais. Le mec trouvait que le fait qu'il n'y ait pas de parole, la BD devrait être moins chère, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est très bizarre. D'accord. Ok. Pourquoi ? Ah oui, d'accord. Ok. Bah, encore une fois, c'est ce temps passé c'est le temps investi par rapport au coût que ça lui a coûté. Ouais, ça lui a coûté, ouais. Ouais, très très bizarre comme façon de voir les choses, mais bon. Et du coup, là, tu sais quels titres vont sortir dans soit Doggy Bag Watch Shot ou Présente ? Alors, ce qui est très particulier dans la bande dessinée, c'est qu'on a toujours en gros 1 an et demi d'avance sur ce qui va sortir. Donc je sais déjà ce qui va sortir dans 1 an et demi, on est en train de bosser dessus. Donc oui, sur Doggy Bags Présente, il y a un bouquin là qui est en train de se finir qui s'appelle Maple Square. Donc c'est Ludovic Chénaud et Asteda qui bossent en binôme. Et donc voilà. Et oui, nous on est toujours dans le futur, quoi. Ouais. Tu vois, donc que ce soit sur l'univers de Mutafukaz, Midnight Tales, les Doggy Bags Présentes. Par exemple, là on est en train de bosser sur un Doggy Bags, je vous le dis en exclu. Ouais. Sur les Redneck, c'est vraiment sur l'univers Redneck, ça sera Redneck à 100%. Et voilà, parce que c'est un thème qu'on a toujours. Enfin, tu vois, c'est présent dans la culture Doggy Bags, mais on n'a jamais mis le focus dessus, tu vois. Ouais. Et là, on s'est dit, bah tiens, c'est cool, on a 2 histoires qui pourraient coller. On en a commandé une 3e, et puis voilà, on est en train de creuser le sujet, et il sera vraiment cool. Et voilà, on bosse comme ça en fait. Il n'y a pas de stratégie particulière. C'est plutôt, encore une fois, au coup de cœur. Ouais, le projet qu'on te présente ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, avec Doggy Bags, t'as eu au fur et à mesure de plus en plus de personnes qui sont venues te voir, qui t'ont sollicité pour des titres ou ce genre de choses. Il y en a eu, mais très peu finalement. Ah ouais. Bon, après, pour le truc, je me suis rendu compte que l'adresse qui avait dans le Doggy Bags, elle amenait à rien. C'est vrai. Les mecs. Mais attends, ça a duré que je t'ai contacté. Ça a duré super longtemps. Parce qu'après, j'ai refait la connexion. Je dis, mais et les mecs, je parle des mecs, des techniciens d'Ankama, je dis, mais c'est normal, je reçois jamais de mail. Et je me suis envoyé un mail, je l'ai pas reçu. Ah bah non, t'as pas cette adresse mail, mais elle était là au début, tu vois ce que je veux dire. Quand je suis arrivé, c'était mon adresse mail, et puis après elle s'est transformée, et puis bon bref. Donc ça se trouve, t'as eu plein de demandes de... C'est possible, mais après les mecs, c'est facile de me retrouver sur internet et tout, donc en plus je suis très disponible sur les réseaux sociaux. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais en général, on avait beaucoup de projets parodiques. Si bien que je me suis dit qu'effectivement le vecteur était pas si évident que ça à placer. Pour quelqu'un qui maîtrisait pas l'univers à 100%, on avait beaucoup de projets parodiques. Ouais. Alors que nous, on était plutôt dans l'hommage, quoi. Donc, des fois, la frontière est assez fine. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est de l'hommage, c'est de la référence, comme tu disais au Conte de la Crypte, ce genre de choses-là. Et c'est jamais une parodie. Et c'est ça qui est, la parodie, il y a toujours un petit côté méprisant, je trouve. Tu vois, du sujet. Ouais. Il y a un petit côté rigolus. Tu vois, moi je recevais des trucs genre l'invasion des patates venues de l'espace. Je me dis, attends, c'est pas ça Doggy Bags, tu vois. Mais le mec, lui, il avait perçu ça de Doggy Bags. Donc je me suis dit, c'est marrant entre la perception que les gens ont et toi, ce que tu crées, il y a toujours une marge assez cosmique, obscure, chelou, quoi. Ok. Sam, t'avais d'autres questions sur le label 119 ? Ouais, j'aurais bien voulu savoir du coup quels sont les autres projets qui continuent prochainement. Il y avait Bayou Bastard qui est... À fond. Ouais. Prochainement. Ah ouais, là il est en train de bosser grave dessus, Neyef. Ouais. Et Armand d'ailleurs, ils sont dessus. Armand est déjà en train d'écrire le tome 3, parce que ça sera en 3 tomes. Neyef, j'étais vraiment embêté dans le sens où quand je suis arrivé avec le projet Puta Madre, il est arrivé avec son projet Bayou Bastardise. Ah, je me suis dit, merde. Il va y avoir un télescopage de projet, quoi. Donc, il avait vraiment envie de faire Puta Madre, mais il voulait vraiment aussi faire Bayou. Donc, on s'est mis d'accord. J'ai dit, bah écoute, fais Bayou. Ouais. Une fois que t'as fini Bayou, si t'as toujours envie, on enchaîne sur Puta Madre. En plus, ça te donnerait une exposition peut-être supplémentaire. Et du coup, tu réenchaîneras sur Bayou 2 et Bayou 3. Tu vois, donc on a fait les choses comme ça. Du coup, désolé pour tous les fans de Bayou. Puta Madre, ça a reculé la sortie de Bayou 2.
Mais je pense que c'est pour un bien finalement. Ouais. Parce que lui, il a mûri aussi entre-temps, et l'exposition de Puta Madre a fait que ça a remis, tu vois, Bayou 1 au devant des libraires, donc je trouve c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Alors, Puta Madre, c'est dans l'univers de Mutafukaz. Ouais, c'est le premier spin-off de Mutafukaz qui peut être lu sans avoir lu Mutafukaz. Ouais. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que j'ai pas mal de lecteurs qui ont découvert mon taf au travers de Puta Madre et qui sont venus à Mutafukaz après. Ouais. Tu vois, donc ça c'est assez marrant parce que moi à la base j'avais fait ça vraiment pour les fans de Muta. Quoi. Et pareil, sur Muta, tu as essayé un nouveau format Sur sur Puta Madre. Ouais, encore une fois, c'est toujours aux États-Unis, tu vois. Ouais. Je rentre dans un comics shop et je vois les mecs et je me surprends à me rêver dans la peau d'un Américain qui va toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, peu importe, dans son petit comics shop et je voyais les mecs qui prenaient leur série, tac, Ouais. un fascicule de ci, un fascicule de ça. Et je me disais, putain, mais comment j'aimerais trop qu'il y ait ce système-là en France, tu vois. Ouais. Et je me suis rendu compte que les gens, ils étaient de plus en plus chauds sur... Ils aiment plus attendre. C'est-à-dire que tu peux plus attendre 1 an et demi entre 2 tomes de BD. Les mecs, ils sont plus du tout chauds pour ça. Dès qu'il y a une série qui sort, c'est à la course à celui qui va le voir en premier, tu vois, avant tout le monde. Les mecs sont grave au taquet. Et je me suis dit que les lecteurs étaient peut-être prêts pour un système de sérialisation de la bande dessinée en France. Du coup, j'ai tenté de la faire, quoi. Et du coup, quels sont les retours dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas refaire? Extrêmement bon, Ouais. bon, parce que les gens étaient vraiment contents. Mm. Le truc aussi, c'est qu'on l'a fait en édition collector. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, parce que c'était aussi un test, et puis Ouais. je tenais à donner une valorisation au projet tel qu'il était pour les old-timers, enfin en tout cas pour les happy few. Et vous avez vu ça? C'est pas Barack Obama, hein, mais c'est un moustique. Ah, il vient d'attraper un moustique. J'ai pas attrapé en plus, je crois qu'il est encore là. Ah oui, je vois. Ah zut. Et ça sera pas pour cette fois. Et donc et du coup ouais, il y a ce côté un peu happy few, c'est-à-dire récompenser les mecs qui étaient là au début du projet avec une édition collector. Et voilà, donc ouais, on a eu d'excellents retours. Et je compte faire ça pour d'autres projets, mais on veut pas faire ça de manière systématique. D'accord. Tu vois, par exemple, un titre comme Shangri-La ne peut pas se présenter comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment là pour le coup, c'est pareil entre son récit, son dessin et l'objet. Il y a vraiment une osmose totale, quoi. Ouais. Sur Puta Madre, c'est pareil. Tu vois, le projet a été pensé pour la série. Donc, si bien que dans l'intégrale, j'explique au lecteur de peut-être faire une pause entre chaque chapitre, de manière à pas tout lire parce qu'il n'a pas été pensé comme ça et peut-être que ça serait indigeste. Donc voilà, quand le projet s'y prête, là par exemple je suis en train de bosser sur un second spin-off de Mutafukaz et là clairement ça s'y prête aussi. Parfait. Donc on va reproduire l'expérience. Du coup sur Tigre, c'est ça? Non, je dis rien. Ah. On n'aurait eu qu'une exclue. Bon, il y a Tigre dedans, ouais, effectivement. Cool. Tu l'as vu sur Instagram. Je sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu quelque part. Ouais, bon. Donc il sera là, ouais. Aïe, il y a un moustique qui nous envahit. Et puisqu'on est sur les spin-offs, tu as une idée déjà de combien tu voudrais en faire, des personnages que tu aimerais voir mis en avant? Ouais, alors sur les spin-offs, je sais qu'il y en a un en cours. Ouais. Là, je suis en train de bosser sur l'arc 2 de Mutafukaz et je pense que j'en aurais fini de l'univers Mutafukaz. Ceci dit, j'ai dit ça aussi au tome 5, tu vois. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, je veux pas. Encore une fois, c'est comme pour Doggy Bags 13. C'est-à-dire, j'ai pas envie de tirer sur la corde d'un truc que je sens pas au fond de mes tripes. Puta Madre, j'avais besoin de le faire. À un moment donné, ça s'est imposé. J'ai repoussé en plus parce que je me disais non. Je sentais les premières idées arriver et je me disais non, il y a trop de taf, il y a le film, il y a Doggy Bags, vas-y, fous-moi la paix. Et à un moment donné, il était là, il était trop là, et je me suis dit, ok, maintenant je l'écris, je suis obligé de le faire. C'était vraiment un besoin que ça sorte. Le second spin-off de Mutafukaz, c'est pareil. Le truc était là, il fallait absolument que ça sorte. L'arc 2, pareil, la même façon. Donc l'arc 2, c'est une exclue? Ouais, je pense pas en avoir parlé. J'en ai pas vu du coup. Donc, ouais. donc l'arc 2 creuse là. Donc l'arc 2. C'était une question que j'avais pour moi. J'ai mis juste une image sur Instagram, c'est vrai, mais j'y suis pas allé plus loin. Tout le monde
tout le monde a compris que c'était Mutafukas 2 qui démarrait, quoi. Mais peut-être un peu trop tôt, j'en ai peut-être parlé un peu trop tôt. Mais là, je suis sur l'écriture, je suis sur le découpage. Et bon, là, il y a la tournée du film qui me prend énormément de temps, donc c'est pas évident encore une fois, de faire tout en même temps. Ouais. Mais ouais, c'est sur les rails. Et c'est super agréable en fait les spin-offs ou les suites parce que l'univers est posé. Le plus difficile c'est de poser ton univers. Quand il est posé, après c'est vraiment agréable d'aller picorer, d'aller piocher, de se concentrer juste sur un personnage. Tu vois. Il y a plein de gens qui me disent aussi Puta Madre, j'aimais bien comment tu vois ton approche, j'aimais bien parce que c'est plus ils ont l'impression que c'est plus construit ou plus mûr que Mutafukas. En fait, oui et non. Je pense que Mutafukas déjà c'est une première œuvre donc je mettais tout dedans et voilà de manière complètement intuitive et organique. Puta Madre, c'est beaucoup plus facile, l'écriture est très facile. Tu suis un seul personnage et en plus, t'as une didascalie, quoi. Ouais. C'est presque un boulot de feignant en vérité. Dans le sens où c'est facile, tu vois, t'as pas une pléthore de personnages à gérer, les choses te viennent de manière très naturelle et voilà. Mais c'est aussi une écriture que j'aime bien et voilà. Et puis ça, je veux dire, le premier Mutafukas c'est 2005, et ça existait même avant en fait. 2006, pardon, c'est ça ? 2006, ouais. Donc c'est normal que c'est mûri avec mais c'est ça. Et tu connais tous tes personnages. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé à dessiner le personnage dont il est question dans Puta Madre, que je vais pas spoiler si jamais les lecteurs n'ont pas lu, mais j'avais pas les détails de son cursus, mais je savais qu'il avait vécu des trucs difficiles. Je savais qu'il avait une jeunesse extrêmement merdique. Je savais que il était passé par un gang de motards. Je savais plein de choses. D'instinct en le créant en fait tout simplement mais pas dans les détails, pas dans les détails, voilà, c'est ça. Mais du coup, et sur tous mes personnages de Mutafukas, j'ai un background qui est encore une fois pas dans les détails, mais j'ai un background sur Bruce Maccabée, j'ai même une origin story sur Vince. Je sais tout sur mes personnages, c'est juste que j'ai pas encore tout livré, quoi, si tu veux. D'accord. Je fais juste une parenthèse parce que tu viens de citer Vince, ouais. Et moi ce personnage m'étonne. Et d'où ça t'est venu, cette tête enflammée? Parce que moi, en plus, je pensais, tu vois, c'est juste un effet de style, quelque chose comme ça. Et en fait, non, parce que dans le BD, à un moment donné, il y a Angelino qui utilise une bombe insecticide avec la tête enflammée pour cramer les. Ouais. Voilà, bon, mais j'ai pas créé, si tu veux, j'ai pas créé la tête enflammée juste pour cette scène. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais, mais du coup. Ça vient de ce que je disais tout à l'heure, des lettres que j'envoyais à ma meuf pendant la période d'Halloween et la tête enflammée, c'est très Halloweenesque, tu vois, dans l'idée, même si dans ma tête c'était très Doom. Ouais. Tu sais, ces espèces de crânes là, c'est oui, qui te fonçaient dessus. Sauf qu'ils avaient des petites cornes, bref. Mais tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. Bon, bref. Et ouais, c'était une réminiscence de tous ces trucs-là. Et après, une fois que j'ai décidé de garder ce personnage-là, il fait partie du background de l'univers. Et ensuite, ces flammes, si elles sont juste là et qu'elles servent à rien dans l'histoire, de temps en temps, je leur donne une utilité. Mais dans l'idée, tout s'est construit autour, comme tu dis, juste de gimmicks. De design. Le but aussi de Mutafukas, c'était de créer des personnages qui soient complètement en marge du reste de l'univers. C'est-à-dire Vince, Angelino et Willy, tu les revois nulle part dans la BD, quoi. Ouais. Mais ils sont acceptés par le reste des personnes, plus ou moins. Enfin, ils sont en marge, ils sont marginaux, comme tu l'as dit, mais je veux dire, ça choque pas les gens qu'il a une tête en flamme, en fait. Le truc, c'est que moi, les éditeurs me disaient le problème, c'est qu'on peut pas s'identifier à tes personnages. Moi, je trouve que c'est tout l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que tu es tellement en décalage toi-même avec l'univers de la violence. Peut-être qu'il y a des mecs qui s'identifient à des membres de gang ou je sais pas quoi. Mais moi, dans Mutafukas, je m'identifie beaucoup plus à des mecs qui sont largués dans un monde qui est extrêmement hostile et violent qu'aux mecs violents en question, tu vois. Du coup, pour renforcer cet aspect paumé, il me fallait que les mecs soient en marge complète par rapport au reste des designs des personnages. En plus, j'ai une règle tacite dans Mutafukas, c'est que plus le personnage est dessiné de manière réaliste, plus il est dangereux. Ouais. Moins il est réaliste, plus il est foireux. Donc ça c'est une règle que j'ai créée comme ça. Et aussi, dans Dark Mid City, tu vois, il y a... Aux États-Unis en général,
il faut comprendre vraiment le concept de communauté. Ouais. Sans déconner, si tu comprends pas le concept de communauté et le concept du second amendement, tu passes à côté de 90% de la société américaine. Les communautés aux États-Unis, c'est extrêmement fort, extrêmement présent. Tu dois faire partie d'une communauté, ça fait partie de ton identité personnelle. Et ça crée du coup une espèce de sclérose, tu vois. Et on voit ça beaucoup avec... t'as la communauté hispanique et la communauté afro-américaine, même par rapport aux religions, enfin c'est vrai, c'est très communautaire. Et du coup, tu arrives à une déviance qui peut être le phénomène de gang de rue, tu vois. Et dans Mutafukaz, justement, Vince, Willie et Jano n'appartiennent à aucune de ces communautés. Visuellement, tu le vois direct. Ouais. C'est ça qui renforce le côté, tu vois, orphelin, tu vois. C'est des orphelins de la ville, en vérité. Donc c'est pour ça que finalement ces personnages ils sont aussi étranges dans leur design. C'est qu'il fallait vraiment les isoler du reste de la ville, quoi. Et en plus, après sans spoiler, mais je sais pas, peut-être vous le couperez ce truc-là, mais si on mettait juste Kanjino différent du reste des gens, du coup tu grilles qu'il est différent, et s'il est différent, tu fais direct le lien avec avec la révélation, tu vois, tandis que là ça laisse, tu dis ok, c'est des personnages comme ça, et voilà, quoi. Ok. Et du coup on va peut-être parler du film. Ça t'est venu quand, cette idée du coup de faire ce long métrage, et comment, avec qui, etc. Enfin, la genèse du projet. J'ai toujours eu un fantasme de développer l'univers de Mutafukaz au travers d'un film, d'un long métrage, même live, tu vois, à la limite, tu vois. Mais au tout début, quand je créais l'univers de Mutafukaz, il n'y avait pas de finalité particulière. Ça pouvait être à la fois un jeu vidéo, ça pouvait être une BD, ça pouvait être un film, ça pouvait être une série animée, ça pouvait être plein de choses. Et donc j'avais toujours, comme j'ai commencé aussi par un court-métrage en 2003, en faisant ma BD, j'ai toujours de toute façon une approche cinématographique de ce que je fais. Mais jamais je me suis dit, ok, maintenant j'ai envie de faire un long-métrage d'animation et c'est parti, je fais tout pour le faire. En fait, c'est juste une opportunité qui est tombée à ce moment-là. Il y a Anthony Roux, le boss d'Ankama, qui a rencontré le studio 4C quand il était au Japon. Et lui, il a toujours voulu faire une collaboration avec les Japonais. De toute façon, c'est un truc qui remonte à Ulysse 31, tu vois, il y a une longue histoire de collaboration entre Français et Japonais dans l'animation. Et il se trouve que quand il a présenté Ankama et ce qu'on faisait au sein d'Ankama, elle a vu Mutafukaz, la bande dessinée Mutafukaz, et elle a dit, si collaboration il y aurait avec vous, on voudrait peut-être plus faire par rapport à cet univers-là qui est très proche de notre ADN. Eux, ils sortaient d'Amer Béton. Et je sais que Tot, la première fois qu'il m'a rencontré et qu'il a vu Mutafukaz, il m'a direct parlé d'Amer Béton, que je connaissais pas, la BD. Et l'année de la sortie du tome 1 de Mutafukaz est sorti au cinéma Amer Béton. Et Tot m'a dit, putain, ce qui serait génial, c'est que un jour on fasse un film Mutafukaz avec cette équipe-là. Je me suis dit, ah ouais, ça serait génial, mais tu vois, ça serait génial comme plein de choses, que ce serait génial que d'inviter De Niro à manger un soir, tu vois, un barbecue, tu vois. Et il se trouve que, à un moment donné, il y a l'opportunité qui tombe pour de vrai. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la fiction rejoint la réalité, là, pour le coup. Et tu te dis, on fait quoi, tu vois. Les mecs sont dispo, c'est maintenant, on y va, on fait quoi ? On y va, ok, go, c'est parti, on y va. Et encore une fois, Tot a toujours cette volonté de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et lui, quand il a lancé ce projet de film, de collaboration avec les Français et les Japonais, c'était dans cette dynamique-là aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ok, super. Alors t'as fait pas mal d'adaptations en fait de la BD pour le film, sans qu'on spoile trop. Ce travail, c'est toi qui l'as fait, c'est avec d'autres personnes, c'est pour des raisons de changement de médium. L'adaptation, elle était nécessaire parce que dans un film d'1h30, tu peux pas résumer 600 pages à moins de rusher de malade. Et non, tu peux même pas rusher parce que dans Mutafukaz, sans spoiler, il y a des événements qui ont lieu qui n'ont de sens que si tu as lu le tome 0. Donc d'un coup, tu rajoutes 200 pages dans les... Enfin, tu vois, c'est impossible. Donc il fallait faire des choix. C'était soit ça, soit il n'y avait pas d'adaptation. À un moment, j'ai même réfléchi à faire, pourquoi pas, une histoire qui a rien à voir avec l'histoire originale. Mais je me suis dit, ça n'a aucun sens, vu qu'on est là pour faire l'adaptation de la BD. Donc du coup, je m'y suis collé en me disant, il va vraiment falloir que je mette des choses de côté. Donc j'ai réfléchi,
Donc j'ai réfléchi à qu'est-ce qui nécessitait 600 pages dans ce que je racontais. Et de ça, j'en ai retiré le squelette du récit. Et je me suis dit, ok, Mutafukaz, ça raconte l'histoire de 3 losers confrontés à une force qui les dépasse. Par-dessus se greffe une histoire d'amour, une histoire d'amitié. Et voilà ce que raconte Mutafukaz. Ouais. Voilà. Tout le reste, c'est du bonus. C'est cool, ça fait plaisir. Mais c'est pas nécessaire à ce que je raconte dans le fil conducteur. Et ça n'a pas été trop dur de faire ces choix? Mais si, Ouais. évidemment, parce que en fait, t'as envie de faire une série. Ouais. T'as envie de dire 1h30, vous êtes sûr, on peut pas pousser à 2h, 2h15, 2h30, tu vois. À un moment donné. Limite l'1h30. Le budget. Ah ouais, c'est une question de budget. Ah, c'est le pas budget. des questions de format, de. Et de format aussi, c'est-à-dire que on a eu des retours pour donner toute la chance à un projet. Au-delà d'1h30, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile pour les exploitants de salles si le film n'est pas trop long. D'accord, tu vois, parce ok. qu'ils peuvent programmer 2 séances, Ouais. tu vois, dans la soirée. Donc il y a ça, puis le budget, clairement au début on était parti sur 1h45, on avait une animatique d'1h45, Ouais. et au moment du go de la prod, on a dit go mais pour 1h30, tu vois. Ouais. Donc c'est un travail qu'il a fallu refaire encore derrière. Ok. Juste pour les auditeurs, peut-être l'animatique, expliquer. L'animatique, c'est le brouillon du film. C'est tout simplement des images mal dessinées. Les storyboards animés. C'est le storyboard animé, voilà, en gros. Donc ça te permet de voir un brouillon du film, quoi. C'est ouais, je peux pas dire. Non, c'est comme ça qu'on le résume, je crois. Ouais, c'est comme ça. Du coup, comment vous avez fait le choix des équipes avec lesquelles tu as travaillé? C'est toi qui as pu choisir ton réalisateur, ton chef déco, ou est-ce qu'on te les a imposés? Mais très bon choix de toute façon. Comment ça s'est passé? Non, la volonté de Todd, quand il a rencontré Studio 4C, c'était de toute façon de travailler avec l'équipe d'Amir Béton. Ok. C'est-à-dire Nishimi-san Ouais. et Kimura-san. Ouais. Voilà. À un moment donné, Kimura-san n'était pas sûr de pouvoir rejoindre la prod. On s'est dit, on le fait pas, quoi. Ah ouais. C'était à ce point-là. Tu vois. Ah ouais. Donc, Tiens, juste pour les auditeurs, si tu veux bien rappeler sur quel projet ils ont bossé au-delà Alors, d'Amir pardon. Béton. Shojiro Nishimi, qui est mon coréal, lui était directeur d'animation sur Amir Béton, sur le Ouais. film Amir Béton. Et Kimura-san, lui, il est chef décorateur sur Amir Béton, mais il a bossé aussi sur Akira. Enfin, c'est vraiment des mecs qui ont un level de malade. Les décors de Steam Boy De- sont une tuerie aussi. Mais c'est 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 une assez machine. fou. C'est une machine. Et là, en ce moment, je suis en train de monter les making-of du film. Ouais. Et même à me replonger dedans, je me dis... Et même Nishimi-san lui-même dit que Kimura-san, son travail, c'est proche de la folie, quoi. Parce que il dessine tout, le mec, à la main, tu vois. C'est ouais. des Ah aquarelles, oui, d'accord. c'est des aquarelles, de la gouache, il mélange tout. C'est un canson 24-32 dessiné, quoi. Ouais. Ouais. Je vous montrerai des images. Avec plaisir. Oui, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que les décors sont magnifiques. quoi. À fond, après Dans ils Mutafukaz, quoi. rebossent à l'ordinateur, mais Ouais. la base, c'est du réel. Puis il y a du détail C'est extraordinaire. incroyable et, C'est extraordinaire. Puis notamment la scène de l'interrogatoire, c'est pas un spoil parce que du coup on le voit dans Ouais. la Dans bande-annonce. la mais bande-annonce, ouais. Elle est tellement belle, c'est Là, j'ai c'est senti, assez fou. qu'il fallait lui laisser les mains libres. C'est-à-dire que sur pas mal de choses, j'étais un peu chiant avec lui parce que il voulait mettre beaucoup de visuels chatoyants, parce que c'est aussi sa marque de fabrique, Ouais. dans les décors de Dark Mid City. Mais moi, je lui disais, là, j'ai trop envie de vivre là. J'ai trop envie d'y vivre. Ouais. J'ai l'impression d'être dans les C'est- Caraïbes, il y a des couleurs, il y a des trucs beaux et tout. Faut rendre tout ça plus ghetto. Et lui, Ouais. ghetto, non seulement ça lui parlait pas, mais il voyait pas qu'est-ce qui était intéressant à montrer au travers de Ouais. ces décors dans un truc pas pour lui attractif, tu vois. Ouais. Alors que c'est très attractif aussi pour moi, tout ce qui est DK, ils appellent ça comme ça aux États-Unis. J'ai pas le mot. Putain, je fais une Jean-Claude Van Damme là. Tout ce qui est délabrement, tu vois, Ouais. délabrement urbain. Et donc, c'était très contraignant pour lui. Tous ces parties ghetto, décor urbain, pas forcément très attractifs. Par contre, je sentais que sur la base, il y avait moyen qu'il se fasse plaisir. Ouais. Et comme moi, ma base dans la BD, j'en étais pas extrêmement satisfait, je lui ai dit, mec, vas-y, propose, fais ce que tu veux. Et quand les premiers croquis de la base que j'ai vus, j'ai débloqué, je me suis dit, putain, ah ouais, quand même.
Et après, je me suis dit, ah oui, dis donc, c'est une grosse base, en fait. Moi, dans ma tête, elle était beaucoup plus à taille humaine. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, en même temps, ça marche, c'est très cohérent. Et je regrette, du coup, presque de ne pas avoir fait la base avec Kimura-san avant d'avoir fait un BD, tu vois. Mais c'est ça aussi l'intérêt de faire une adaptation, c'est que, tu vois, il peut aussi transcender des proto-idées que tu as eues et où tu n'as pas forcément eu le temps ou les compétences techniques d'approfondir le truc par toi-même, quoi. Donc, ça, c'est toujours super agréable. Donc, c'est vrai que la base, il y a beaucoup de Kimura-san dedans. Il était là, pour le coup, je l'ai laissé complètement faire son truc, quoi. Ouais, donc je voulais qu'on parle un petit peu de l'animation. Tu as fait le choix, ou vous avez fait le choix de plans très serrés, très cadrés pour avoir une animation très dynamique et très rentre dedans. Et tu as fait également le choix d'un rythme particulier. On est beaucoup sur des personnages qui avancent lentement, comme quelque chose de très fatal, et des scènes, à contrario, très rapides, comme les poursuites. Comment vous avez fait ces choix? Quelle était la direction? Qui fait ces choix? Qui est-ce qui propose quoi? De toute façon, quand tu rentres en contact avec le studio 4C et que tu demandes cette équipe-là en particulier, tu sais déjà pourquoi tu demandes cette équipe-là. C'est-à-dire que c'est déjà très cohérent avec l'idée que je me faisais d'une adaptation de Mutafukaz. Donc de toute façon, voilà, en gros, quand tu t'adresses à Nishimi-san et Kimura-san, tu sais pourquoi tu vas les voir. Tu vois, tu n'arrives pas en imposant tes propres choix en disant non, par contre, vous n'allez pas faire comme d'habitude, vous allez faire ce que je vous dis moi et tout. C'était hors de question. Du coup, ces choix-là, donc si on allait vers cette équipe-là, c'est parce qu'aussi nous, on pensait que c'était l'adaptation idéale par rapport à ce qu'on voulait. Donc voilà, après, les choses du coup se font très naturellement. Moi, pour tout ce qui est technique, j'avais quand même laissé les manettes à Nishimi-san parce qu'il ne s'agissait pas d'interférer dans la production japonaise. Donc en amont, on avait un gros travail de préparation. On a une pré-prod qui a duré 2 ans. Donc pour tout verrouiller, et une fois que tout était verrouillé, Nishimi-san, il était avec ses équipes et c'était parti, quoi. Il produisait. Moi, j'étais juste là en backup, en validation, pour des questions, parfois des choix, des fois sur la mise en scène et tout. Mais voilà, après pour le choix des cadres proches, c'est aussi pour renforcer le côté immersif, tu vois, et pour être au plus proche des personnages, et aussi pour trancher, comme le rythme. D'ailleurs, le rythme, c'est pareil. C'est aussi une manière de... L'univers est déjà tellement particulier que si tu commences direct avec un montage, si ton exposition elle est trop rapide, j'avais peur que les gens passent complètement à côté. Là, tu as vraiment le temps de découvrir les personnages, l'univers, c'est assez contemplatif. Le début, il est très lent. C'est aussi une manière de t'approprier, toi en tant que spectateur, le monde dans lequel on te plonge. J'avais peur qu'en allant trop vite, ça court-circuite les gens. Et en plus, ça te permet de contrebalancer parfois avec des scènes très violentes. Nous, on voulait de la violence crue, tu vois. Si tout est très speed et tout, quand tu arrives sur l'autoroute avec ta course-poursuite ou quand le mec se prend 3 balles dans le buffet, je veux dire, le choc est peut-être un peu moins fort visuellement. Donc, je tenais vraiment à ce rythme un peu particulier, alors pour le coup qui est vraiment, moi c'est un rythme, tu vois, je l'assume, mais qui était aussi... Aujourd'hui, tout va très vite. Tu vois, quand tu regardes les séries sur Netflix et tout va très vite. Donc là, on prend un peu le contre-pied de tout ça. Mais c'était aussi pour renforcer davantage l'immersion, l'attachement au personnage, et pour contrebalancer de temps en temps avec des séquences très violentes, très rapides et très brutales, quoi. Je voulais parler aussi d'une scène qui est culte en fait, parce que cette scène, tu l'as faite dans Opération Blackhead, elle existe dans la BD et il y a une autre version encore dans le film, qui est l'adaptation. 15 ans que je fais la même chose. qui est l'attaque de l'appartement, qui est une scène culte, enfin en tout cas pour les fans de Mutafukaz. Qu'est-ce qui elle diffère pas tant que ça en fait dans les 3 versions, à part des petits détails, quand Angelino saute de l'immeuble, etc. Est-ce que pour toi elle représente quelque chose? Est-ce que c'est le cœur de Mutafukaz? D'une certaine manière, oui, parce que c'est comme ça que j'ai commencé la première. Le premier vrai contact avec une vraie histoire dans Mutafukaz, c'était ce court-métrage. Et ce court-métrage, en gros, moi j'avais un fil conducteur dans la tête et je me suis dit, le moment de bascule dans l'histoire, ça sera quand les forces de police interviennent dans l'appartement des 3 losers.
Je savais pas ce que je racontais vraiment avant, je savais pas vraiment ce que je racontais après, mais je savais qu'il y avait cette espèce de virage dans le récit. Donc forcément, je vais presque dire que tout Mutafuka s'est construit autour de cette scène, qui est une espèce de pivot central de l'histoire, où là, il n'y a aucun doute possible. Ils sont vraiment dans la merde. Ouais. Donc, et en plus, ils se défendent avec les moyens du bord, tu vois. Donc, moi, il y avait aussi un petit côté comme ça qui me... Mais si tu veux, je pourrais encore faire 50 de versions. C'est de la même manière que le film, c'est une des versions possibles, c'est une des adaptations possibles de la BD, mais il pourrait y en avoir d'autres. Il pourrait y en avoir des plus vénères, des moins poétiques, des plus rentre-dedans, des plus méchantes, des plus douces, des plus sentimentales. Il pourrait y en avoir tout plein. Donc c'est aussi un exercice assez intéressant que de revisiter son propre truc. Après, c'est très étrange, hein, parce que c'est vrai que tu te dis, mais effectivement, ça fait 15 ans que je fais la même scène, va peut-être falloir passer à autre chose. Mais je pourrais refaire. Demain, on le fait en live. Je dis, ok, on y va, et on tente et on. C'est fun. Trop marrant. Ça serait trop marrant. Je suis chaud. J'aimerais bien voir ça. Ça serait trop marrant. Ouais. Et donc les voix, t'as choisi Gringe. Mon nom c'est Gringe. Et Orelsan. Ça se prononce Orelsan. On parlait aussi du fait que Vince et Angelino sont des paumés. Et ça correspond un peu au personnage de Orelsan et Gringe dans Bloqué ou dans leur film aussi. C'était un choix qui t'est venu très naturellement ou comment ça s'est passé ? Le choix d'Orelsan m'est venu super naturellement. La première fois où j'ai écouté son album, Perdu d'avance, je savais déjà qu'il ferait un excellent Angelino. Encore une fois, parmi de multiples possibles voix d'Angelino. C'est-à-dire que c'est comme pour l'adaptation, il y en a plein qui coexistent dans ma tête. Des voix d'Angelino, il y en a plein qui coexistent dans ma tête aussi. Mais je me suis dit, il pourrait faire un très bon Angelino. Et en plus, c'était encore une fois cohérent. Je parle beaucoup de cohérence, hein, mais voilà, c'est le nerf de la guerre pour moi. Je trouvais que c'était très cohérent avec ses textes. Du coup, je l'ai contacté tout de suite. Et c'était en 2010, hein, donc t'imagines. Il est venu faire des tests. Je me suis dit, ok, moi je suis à fond. Je pense que ça peut vraiment le faire. Lui, il n'était pas encore très satisfait ni à l'aise dans cet exercice, mais il m'a dit, ouais, je peux prendre des cours, je peux m'améliorer, ça peut être cool et tout. Et on s'est dit, très bien, on se recontacte quand le film sera fini, quoi. Et le film s'est fini 8 ans après. Donc, si tu veux, entre-temps, lui, il a fait tout ce qu'on connaît. Hein. Il a fait son deuxième album, il a fait son film, il a fait Bloqué. Moi, en voyant Bloqué, j'avais parfois l'impression de voir Vince Angelino dans le canapé. Quoi. Ouais, alors qu'en fait, tu avais déjà décidé que c'était Orelsan avant Bloqué. Bien sûr. Alors que ça colle bien trop sûr, bien, quoi. Bien sûr. Et j'avais un autre acteur pour Vince dans la tête. Ok. Mais après Bloqué, si tu veux, tout de suite en voyant Bloqué, je me suis pas dit ça pourrait être Vince. Gringe pourrait faire un très bon Vince. Je me suis pas dit ça parce que je trouvais trop bonhomme en fait par rapport à Vince. Ouais. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que une fois que le film a été fini, ça m'est venu comme ça, d'un coup comme une évidence. Je crois que j'étais au téléphone avec lui et en parlant, je dis et sinon peut-être tu crois que Gringe il pourrait faire Vince? Il me dit ouais je pense que ça pourrait l'intéresser et j'ai dit écoute ok nickel ok je réfléchis. Sur ce, on a envoyé un extrait de Mutafukaz sur lesquels on a mis la voix de Aurel et Gringe de Comment c'est loin, la scène où ils s'engueulent. Ah d'accord, ouais. Et je me dis ça pourrait le faire, en même temps je sais pas, il fallait que je reboote aussi mon cerveau par rapport à la voix de Vince, hein, parce que ça convenait pas tout à fait au début. Et voilà, je me suis dit on y va, on le tente comme ça. Donc ça dépendait aussi s'ils acceptaient. Hein. Ouais. Donc Aurel, Gringe ont accepté, j'ai dit c'est parti, on a les deux gars. Et encore une fois, c'est très cohérent par rapport à Bloqué et à ce qu'on connaît des personnages qui se sont inventés, tu vois. Ouais. Du coup, c'est tout. Non, oui. non. Ce que je veux dire, c'est que Gringe, au début, quand il a commencé à faire Vince, il a mis un peu de temps à se trouver. Enfin, tu vois, il arrive sur un plateau, la bande rythmo démarre, tu vois, il a pas encore vu trop de trucs, il faut qu'il se mette dans un délire. Ouais. Donc au début, il n'était pas forcément rentré tout de suite dedans, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'au fur et à mesure du visionnage, il a commencé à rentrer dans l'univers et dans le perso, si bien que de lui-même, à la fin, la journée était finie, il a fait « je refais tout le début ». Parce que maintenant je comprends qui est le personnage, tu vois. C'est bien. Et il a refait tout le début en fonction de ce qu'il avait compris du personnage, et j'ai trouvé ça super. Et il s'est vraiment...
il s'investit dans le truc, quoi. Ouais. Tu vois, pour lui, même si tout le monde avait validé, le directeur de casting avait dit ok, pour moi c'est bon, on est bon. Le mec a dit non, pour moi c'est pas bon, tu vois. Pour moi c'est pas bon parce que j'avais pas compris Ouais. le personnage, donc il l'a refait et franchement j'ai beaucoup apprécié, quoi. Ouais. Hmm. Et du coup, Willy, qui est joué par Redouane Arjan, Ouais, ah ouais, ouais. ouais. et qui du coup fait un vrai travail aussi de folie sur. Il est très fort. C'est hallucinant cette voix de Willy, je trouve qu'elle est, elle est vraiment parfaite. Il fait partie du film Comment c'est loin. Ouais. Est-ce que c'est par Orelsan et Gringe que tu l'as rencontré aussi? Je cherchais des voix en fait. Ouais. Pour tout le casting, en dehors des 3 personnages principaux, je savais qui je voulais exactement. Ouais. Parce que je suis un gamin des années 80, j'ai grandi avec la VHS, donc tu vois, j'ai pas grandi avec les VO. Ouais. Tu vois, donc du coup, très habitué aux voix françaises, et donc j'avais des voix françaises en tête. Par exemple, pour Tigre, je savais que je voulais Dorval, qui est la voix de Stallone. Ouais. Je le savais d'entrée de jeu, par contre, je savais pas s'il allait accepter. Ouais. Voilà, Gilbert Lévy, tu vois, c'est pareil, qui fait la voix de la petite grenouille dans Chihiro et dans Les Simpsons, il fait Mo. Donc je savais que je voulais tous ces gars-là. Manu Carsen pour faire Crocodile. Bon. Mais je voulais aussi opposer tous ces mecs qui ont de la bouteille et dont c'est la profession, tu vois, à des mecs plus fragiles dans leur jeu. Ouais. Donc voilà, Aurel c'était parfait parce que c'est pas son métier de base et je voulais aussi que ça sente l'authenticité. Gringe, et il me fallait le 3e, tu vois. Ouais. Et le 3e, j'hésitais entre plusieurs gars et comme je suis en confiance avec Aurel et je sais que c'est un bosseur et je sais qu'il veut pas m'emmener dans des plans foireux, j'ai posé la question. Je lui ai dit, dans votre album, il y a un relou. Est-ce que ce mec-là, vous l'avez enregistré à son insu? Je me suis dit, ça me paraît bizarre quand même parce qu'il faut quand même des droits. Tu peux pas le droit vraiment de faire ça. Ou est-ce que c'est un mec, un acteur? Mais là, si tu veux, les 2 réponses me paraissaient. Je me disais plausible. Je me disais à la fois, je pense pas que ce soit un acteur parce que personne peut jouer aussi bien le relou. Donc c'est forcément un mec enregistré à son insu. Et je me disais à la fois, mais en même temps, ils ont pas le droit de faire ça à moins que le mec ait validé. Et là, il me dit, bah non, c'est un comédien. Il s'appelle Redouane Arjan. Et j'ai dit, attends, le Redouane Arjan du Jamel Comedy Club avec sa guitare et tout. J'ai pas du tout fait le lien et du coup ça m'est revenu, mais je me dis bah oui, c'est ce gars-là aussi qui apparaît dans leur film. Ouais. Je me suis dit mais lui il peut vraiment faire le parfait relou, mec foireux, savonneux, glissant et je l'ai contacté mais par contre j'avais aucun contact avec lui, donc je me faisais vraiment tout petit parce que je me dis est-ce qu'il va peut-être mal le prendre, parce qu'en gros je lui disais j'aimerais bien que tu joues le mec le plus foireux de l'univers, tu vois. Ouais. Et non, il a accepté, donc il est venu et il a fait le truc vraiment putain de facilement. Au bout de 2 tentatives, il avait le personnage et paf, il est parti. Et nous on tapait des barres pendant l'enregistrement parce que c'est excellent. Et sur la chanson de la fin. Ouais. Il nous a tapé un freestyle qui durait 10 minutes. J'étais à ça de me pisser dessus de rire. Putain, et donc, faut rester à la fin. Ouais. Ça, et dans la BO, on a gardé une bonne partie de son freestyle, pas tout, parce qu'il était parti, laisse tomber. Mais et c'était vraiment génial. C'était c'est un mec très drôle et très talentueux, quoi, surtout. Puisqu'on est dans les voix, tu as fait le choix. Qui n'est pas un choix de la bande dessinée pour le personnage de Popeye, qui est le grand chef de gang de Palm Hill, qu'on a sur mon t-shirt, tu peux le voir, de le faire parler en vers façon Shakespeare. Ouais. D'où ça t'est venu? Pourquoi ce changement par rapport à la bande dessinée? Parce que dans la bande dessinée, j'avais pas encore... Il a plus d'importance dans la bande dessinée, donc tu as le temps de le découvrir. Tu as le temps de découvrir toute la complexité du personnage qui est sous ses allures comme ça, un peu rentre-dedans, mal alpha, des fourraillages. Dans Popeye, il n'est pas que ça. Ouais. Mais dans la bande dessinée, j'ai le temps de l'exploiter un peu plus, on a le temps de le découvrir un peu plus, et il a plusieurs répliques qui te permettent de comprendre que dans le film, il n'y avait pas ça. Ouais. Donc je me suis dit comment rendre ce personnage, comment rendre la complexité de ce personnage qui est pas que un mec bas de plafond, tu vois.
Et je me suis dit, tiens, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est-à-dire qu'il est conscient lui-même de la dramaturgie de sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit cette phrase, le monde est un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Et là, pour le coup, il est vraiment dans son rôle cliché de gangster américain, de ghetto afro-américain. Donc, je me suis dit, ça peut être bien qu'il cite du Shakespeare, parce que le mec a conscience de son propre rôle, et dans l'histoire, et en général dans cette société qui est complètement, tu vois, en perte de vitesse, tu vois. Du coup, je me suis dit, ça peut être vraiment sympa de rajouter ça. J'avais un doute, je savais pas trop, tu vois. Mais je trouve que ça marche bien, et la version américaine elle est juste géniale, parce que le mec il rajoute des niggas en plein milieu de la phrase de Shakespeare. Et le mec c'était un vrai mec du ghetto de LA, et il parle comme il parle. Donc si tu veux, il cite du Shakespeare comme un mec des ghettos de LA citerait du Shakespeare, et du coup il te rajoute du nigga, tu vois. et c'est extraordinaire, tu vois. Donc c'est très cool, quoi. Et ça t'a plu? Mais du coup, je suis vite retourné en rentrant chez moi, voir dans mes BD. Tu t'es dit, mais tiens, est-ce qu'il y a du Shakespeare? Non, c'est pas Shakespeare. Je me suis posé la question, même quand j'ai fait l'intégrale, genre, est-ce que je fais une update par rapport au film? Puis je me suis dit, non, parce que c'est de toute façon deux œuvres qui cohabitent, donc chacun son truc, quoi. Pareil dans les choix différents par rapport à la BD, celui de changer de couleur pour Famille. Aux États-Unis, ils ont une vraie histoire par rapport aux gangs de rue. Et tu vois, dans les années 90, il y a eu la guerre entre les gangs, les Bloods et les Crips. Dans la BD, moi j'ai utilisé ces deux couleurs. Donc les Bloods, ils étaient vraiment en rouge. Je te parle pas de GTA, je te parle de la vraie vie. Et les Crips, c'était leur couleur bleue. Mais dans un film qui était un film d'animation qu'on allait montrer potentiellement aux États-Unis, je me suis dit c'est un peu touchy quand même, parce que eux c'est un vrai truc, quoi. C'est pas nous du côté français, c'est folklorique, c'est marrant, les mecs ils se tirent dessus pour des histoires de couleurs, voilà. Mais aux États-Unis c'est vraiment arrivé, et c'est beaucoup plus enraciné dans un mal qui est propre à la société américaine. Donc je me suis dit c'est peut-être chaud de faire référence directement à des vrais gangs existants. Du coup j'ai inventé les miens. Du coup, je me suis dit simplement, je prends le rouge et le bleu, qui étaient les couleurs antagonistes, et bam, ça fait du violet. Donc j'avais mon premier gang. Violet, tiens, ça rappelle le raisin, donc grapes, tu vois. Et puis par opposition, le vert, parce que orange, ça aurait été chelou. Vert, je me suis dit c'est bien. Et voilà, ça donnait les limes. Les citrons, le vert qui est utilisé du coup dans la bande dessinée, qui se libérait là du coup pour le film. C'est ce qui me posait problème, pour tout dire. Là pour le coup la cohérence elle en prend un coup. C'est-à-dire que si tu veux, dans la mythologie de Mutafukaz, entre guillemets la BD, tous les gangs se réunissent sous la couleur verte. Voilà. Là, du coup, ça pouvait plus être possible. Donc, à la fin, et c'est peut-être le point sur lequel c'est pas très clair dans le film, c'est que quand les mecs se réunissent, on voit les couleurs qui pop. Il y a du violet, il y a du vert parmi le gang réunifié, tu vois. Ils se réunissent pas tous sous une même couleur. Voilà, je trouvais que c'était beaucoup plus clair, parce qu'encore une fois, s'il fallait faire émerger une nouvelle couleur, il faut le préparer et t'as pas le temps. Donc voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'on passe à la BO? Moi j'avais une autre question en fait sur les influences du film. J'ai entendu, alors je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, quelqu'un comparait ça à du Carpenter en fait, à Invasion Los Angeles. À fond. Et est-ce que c'est vraiment une de tes références? Carrément. Mais de ouf. On a vu un DVD de Prince of Darkness dans ta voiture. Carpenter, c'est une de tes références. Et ça transpire. à fond, Jean Charpentier en français. Jean Charpentier. John Carpenter. Mais parce que moi quand j'étais gamin, que j'ai découvert Invasion Los Angeles, j'ai bloqué sur ce film, parce que je me dis mais c'est génial, quoi, ce système de mettre les lunettes et d'un coup de voir un monde complètement qui est le vrai monde pour le coup. En gros, quand t'as pas tes lunettes, t'es juste dans une espèce de matrice, tu vois. Et je trouvais ça extraordinaire. Alors encore une fois, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu il y a plein de gens, il y a plein de gamins qui croient presque à ce truc-là, tu vois. Quand ils partent sur des délires Illuminati, eux, c'est Invasion
Los Angeles. Eux, c'est Invasion Los Angeles dans leur tête, quoi. Ça, c'est inquiétant, je trouve. Mais moi, quand j'étais gamin, j'avais pris ça pour un film. Et c'est un film, même si ça dit beaucoup de choses sur la société et tout, mais ça reste néanmoins un film qui est pas à prendre au premier degré. Mais le concept, je trouvais génial. C'est-à-dire, t'es l'élu qui voit les choses que les autres ne voient pas, quoi. Et en plus, en général, que ce soit dans l'Invasion Los Angeles ou même dans Les Envahisseurs, l'élu est toujours un laissé pour compte, tu vois. John Nada, en plus il s'appelle Nada, ça veut dire rien, tu vois. C'est un mec qui bosse sur les chantiers, il est calculé par personne, et c'est jamais des mecs influents qui vont se rendre compte de l'invasion ou du truc qui est en train de se passer sous leur nez, quoi. C'est toujours des mecs qui viennent d'en bas, quoi. David Vincent, c'est pareil, tu vois. Le mec est tellement pas influent qu'il passe je sais pas combien d'épisodes à essayer de dire non mais si, regardez, il y a une invasion extraterrestre, donc ça je trouve ça toujours assez intéressant de confronter des mecs qui viennent de nulle part à un truc qui les dépasse complètement. Donc c'est vrai que c'est le pitch de Moutafukaz, il est très très proche du pitch d'Invasion Los Angeles, qui est d'ailleurs inspiré d'une nouvelle qui avait inspiré à son tour une nouvelle de Stephen King qui s'appelait La tribu des 10 plombes, et qui est le même genre de concept. Les mecs sont en sevrage tabagique, et c'est un taux de nicotine dans le sang qui voit les extraterrestres, en tout cas qui voit le monde sous son vrai visage. Et en l'occurrence, dans La tribu des 10 plombes, dans la nouvelle, les extraterrestres ont une tête de chauve-souris. Du coup, les mecs entre eux les mecs appellent les extraterrestres les Batman. Et dans Moutafukaz, j'ai repris ce terme Batman pour d'autres raisons, mais bon, bref. Donc, c'est des références assumées, ouais. Même si Invasion Los Angeles, je trouve que le film est pas ouf en vérité, mais il est culte. Il est culte, ouais. C'est ça, quoi. Un film culte n'est pas forcément ouf en fait. Non, bien sûr. Son Carpenter divise un peu. Ouais. Mais la chose, j'ai revu La Chose la fois dernière. Oh là. Il est très bon, il est très très bon. Enfin après chacun ses goûts, hein, tu vois. Mais moi j'adore l'ambiance qu'il arrive à mettre dans ses films, et justement la musique, même si je suis pas toujours à fond sur ses choix musicaux, mais par exemple la musique de La Chose avec ce côté un peu électro. Tu vois, lancinant. Je voulais qu'il y ait un peu de ça aussi dans Moutafukaz. D'accord. Bon, du coup, ça fait le lien avec la partie BO. Du coup, ton choix, Toxic Avenger, ça s'est passé comment? Ça s'est passé comme une évidence, encore une fois. Très simplement, très naturellement. Je cherchais vraiment à confronter deux univers musicalement. C'est-à-dire une approche très classique. Parce qu'il y a ça aussi dans Moutafukaz. Déjà, la mise en scène est quand même relativement classique finalement. Mais aussi, il y a des références classiques. Des références aux films noirs des années 40, 50. Des références aux films de science-fiction des années 50. Donc je voulais que ça s'entende aussi dans la BO. Au début, j'avais comme référence Herman, tu vois, le compositeur. Et du coup, j'avais un pote qui bossait... ça fait 15 ans que je le connais, même plus que ça. Et on avait fait un groupe quand on était gamin, bon bref, peu importe. Et je l'avais fait rentrer chez Ankama, et il avait composé la musique de Dofus. Et il avait fait un très très bon travail sur le score de Dofus, je trouvais. Du coup, j'ai dit, mec, il faudrait qu'on bosse ensemble sur Moutafukaz. Et de toute façon, depuis le début, c'était dans les têtes, quoi. Mais je voulais confronter son approche classique, bien qu'électronique, par moment, à vraiment de l'électro pur et dur. Ok. Et en électro pur et dur en France, on a que l'embarras du choix, mais dans un registre très cinématographique, Toxic Avenger, il est là, quoi. Et moi, je suivais un peu son taf. Je voyais ses clips, et dans ses clips, il se trouve que déjà ses clips sont très cinématographiques. Par exemple, le clip de Kids, tu vois, c'est du cinéma. Et dans ses clips antérieurs. Des fois, il y a des extraits d'Invasion Los Angeles et tout, donc je dis, ok, c'est très cohérent, on va se comprendre. Donc moi, quand je sens que c'est cohérent, je me dis, on va se comprendre. C'est ça qui est important dans ce mot cohérence. Du coup, quand je l'ai contacté, je lui ai envoyé un lien vers le film, et ça lui a parlé direct. Il a fait, ok, on y va, c'est parti, ça fait comme ça. Donc je lui ai dit, par contre, il y aura un co-compositeur pour la musique. Au début, j'aurais souhaité que les musiques s'entremêlent un peu plus. Mais c'est pas toujours évident pour des problèmes techniques qui me sont complètement étrangers parce que je suis pas musicien, mais du coup sans que ce soit forcément très cloisonné, je trouve que la bande son de Moutafukaz est très singulière et apporte beaucoup au projet, je trouve.
Et t'as pas eu l'envie de faire participer sur un morceau, quoi que ce soit, Orelsan et Grinch? Ben, bien sûr que si. Ouais. Mais c'était pas possible. Ouais. C'était pas possible pour des histoires de temps. Là, pour le coup, c'était vraiment des histoires de temps. Aurel, une fois qu'il a terminé le doublage, il était encore en train de bosser sur son album, tu vois. Donc il était full de chez full. En plus, Aurel, il est extrêmement sollicité. Donc une fois que tu l'as, faut pas te dire ok, ben il reviendra faire un truc derrière. C'est très compliqué. Ça. Donc non, j'aurais adoré, mais c'était pas forcément possible. Et puis et à la limite, avec le recul, je me dis peut-être ça aurait été un peu facile justement. Tu vois. Donc un peu facile dans le sens où attendu, tu vois. Là, juste c'est un personnage, tu vois, et voilà quoi. Il a son rôle. C'est ça. Okay. La fin du film m'a vraiment surpris. Ouais, vraiment classe. Et... Ah, dans ce sens-là, ça va alors. Ouais, non. Je prépare les arguments défensifs. non, c'est la petite partie juste avant le générique final. Il y a une suite de prévu ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Est-ce que c'est quelque chose que j'envisage? Non, clairement pas. Qui est possible, oui, parce que tout est possible. Tout dépend maintenant de ce qui se passe. Moi, j'ai des envies par rapport à la BD. Je continue. La suite, je suis en train de la faire en BD en fait. Ouais. Donc toi, tu parlais d'une suite en animation. Animation, ouais, en animation. Non, c'est pas dans les tuyaux. Okay. Il y a une suite en BD qui fait directement suite et au livre et à l'anime. Ouais. Par contre, en animation, c'est pas prévu. Le seul truc qui pourrait me décider, c'est si demain il y avait un producteur costaud, solide, et que on suivait vraiment le truc dans les règles, c'est-à-dire le circuit habituel des films avec le CNC, les chaînes et tout ça. Parce que là, Moutafukaz, le film a été entièrement financé par Ankama. Ouais. Donc c'est un truc, en vérité, ce film, c'est un miracle. C'est-à-dire que jamais, au grand jamais, ça ne se produit comme ça habituellement. Ouais. Donc c'est le jeu d'Ofus qui a permis de financer la production du film Moutafukaz. Ça a un avantage, un inconvénient. L'avantage extrême, c'est que déjà le film existe tel qu'il est, tel quel. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, on a croisé des producteurs sur la route de Moutafukaz et les mecs, c'était juste, on peut pas discuter. Ouais. On peut pas discuter, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça, il faut rajouter des trucs pour les kids, il faut que ça soit familial, tes personnages ne peuvent pas être comme ça, la tête enflammée, il faut qu'on la mérite. Ta chauve-souris, elle peut pas être chauve-souris, il faut que ça soit un gamin. Un gamin, mais ça peut être un gamin qui se prend pour une chauve-souris. Et donc je comprends pas trop ton délire, mec. Donc ça aurait été de toute façon impossible autrement que comme ça. L'inconvénient, par contre, c'est comme c'est autofinancé, financé à 100% par Ankama, il y a que Ankama qui met la main à la poche. Ouais. Donc t'as pas une grosse armée derrière, genre les chaînes, les machins et tout, qui te disent en cas de pépin. Allez, on continue. Là, tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Ouais. Tu vois, vu que le seul acteur finalement financier était Ankama, c'était clairement sans filet. Donc moi, ça m'a valu aussi des fois des grosses angoisses parce que c'est très difficile de bosser sur un film pendant 8 ans et au bout de la 5e année, ça peut s'arrêter quoi. Ouais. Et de temps en temps, on était à quelques centimètres de l'arrêt de la prod, tu vois. Donc pas que par rapport au budget, hein. Aussi il y a eu Fukushima, tu vois, ça a été. Ah oui. Il y a toutes des choses que les gens n'imaginent pas derrière, qui se sont produits, qui ont des répercussions à la fois financières, à la fois humaines, à la fois. Donc ça, je t'avoue, je m'en serais passé. Mais encore une fois, ce film n'aurait jamais pu exister sans Ankama, en gros. Ouais. En tout cas, dans le système français. Ouais. Et du coup, de façon générale, des animés, des films, des séries pour d'autres projets du label 619, c'est pas... Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés. Moi, il y a un truc qui me plairait vraiment, c'est d'adapter le concept Doggy Bags en audiovisuel. Ouais. Pour tout dire, j'ai fait le dossier, j'ai clôturé le dossier est prêt, j'ai été approché par une chaîne américaine. Ouais. Ouais, mais moi, quand ça sera sur Netflix, je serai content. Donc Netflix non, Netflix ou autre, je veux dire, quand ça sera disponible, tu vois, parce qu'on n'a pas les chaînes américaines ici. Mais tant que c'est pas fait, tu vois quoi, j'ai passé trop de
8 ans, c'est très long. Ah ouais. 8 ans, c'est très long. Donc maintenant, pour m'exciter sur un projet qui est encore en cours de où il n'y a rien de signé, faut y aller, quoi. Faut vraiment que ce soit très très solide en face, quoi. Donc, mais si j'ai des envies, j'ai des projets. Maintenant, c'est toujours une histoire de temps. J'ai aussi envie et besoin de raconter des choses, de me reconcentrer sur mon travail d'auteur. Il y a le label 619. J'aimerais. Tu vois, on a une belle trajectoire là. J'aimerais pas tout foutre en l'air juste parce que j'ai plus le temps. Et puis il y a des opportunités multimédia. Donc et je crois que là, je suis vraiment à un tournant de ma carrière. Là, il va falloir que je fasse des choix clairs, quoi. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est une période un petit peu difficile dans le sens où j'ai envie de tout faire, vraiment passionnément, tu vois. Mais je sais que j'ai pas le temps et je vais pas pouvoir tout faire en même temps. Donc soit je trouve des bons collaborateurs, des bons partenaires, soit il va falloir que je fasse des choix drastiques, quoi. Donc là, on est le 12 mai. On enregistre chez Ankama, mais l'émission va être enregistrée avec Guillaume Singelin le 23 mai. On a vu qu'il avait pas mal bossé sur le film. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il a fait sur le film? Et si tu as envie de lui passer un petit mot, c'est le moment aussi. Blacky, je l'appelle Blacky. Blacky, je l'ai emmené au Japon. Blacky, je l'ai connu au travers de Jonathan Garnier, qui est un auteur qui bossait à l'époque en tant qu'éditeur chez Ankama, qui a sorti récemment Momo, une bande dessinée qui est très cool pour les kids. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le travail de Blacky. Moi j'ai contacté, le mec cherchait un stage, on s'est rencontrés, ça a commencé comme ça. Et il avait déjà sorti King David chez Caster quand je l'ai rencontré. Et puis on s'est tout de suite bien entendu, bien compris. Il a vu dans quelle dynamique j'étais, dans quelle dynamique se trouvait le label 619. Et du coup, depuis, c'est vrai qu'on se quitte plus. On se quitte plus, façon de parler. Je veux dire, on aime bien travailler ensemble. Et quand j'ai eu l'opportunité d'aller bosser au Japon avec le studio 4C, j'ai embarqué avec moi. Déjà, premièrement, il connaissait pas le Japon. Et moi en plus, Blacky, c'est un mec, déjà on partage les mêmes références, et il a un talent fou pour retranscrire des idées de manière très intuitive et très immédiate. C'est-à-dire que pendant qu'on était en réunion avec le studio 4C, parfois pour retranscrire une idée, c'était pas toujours évident, parce que ça passe par les mots, ça passe par la barrière culturelle, la barrière de la langue. Mais avec Blacky, j'avais Blacky à côté de moi, et il faisait presque l'adaptation en live de ce qu'on disait. C'est-à-dire que sur une scène d'action, déjà, des fois je lui disais Blacky, tu peux faire rapidement, tu vois, comment ça pourrait se passer. Et lui, il avait une vision très claire de ce qu'on était en train de dire, et tac, il le faisait. Et Blacky, avec lui, on faisait ce qu'on appelait des intentions de storyboard, qui étaient des storyboards, des proto-storyboards, de manière à indiquer parfois sur certaines mises en scène au studio 4C quel type de mise en scène je souhaitais. C'était beaucoup plus efficace. Et moi, comme j'étais empêtré dans mon propre tome, dans le label 619, dans plein de trucs à gérer du quotidien qui sont pas forcément toujours extraordinaires, genre des factures, des machins, il m'a été d'une grande aide. Parce qu'en plus, moi j'écrivais le script pendant ce temps-là. Donc c'est-à-dire que pendant que j'écrivais le script, des fois je lui disais tiens, tu vois un peu, on discutait de la mise en scène possible, et lui il transcrivait ça en ce qu'on appelait intention de storyboard, encore une fois, qu'on envoyait au studio 4C. Comme ça, c'était très très immédiat. Et on avait créé, pour travailler avec le studio 4C, vraiment un site internet qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a été effacé pour je ne sais quelle raison. Un truc énorme avec tout le script, des liens hypertextes dans tous les sens, où tu pouvais aller voir les personnages de face, de dos, de profil, les intentions de storyboard, les décors, les liens Google Maps qui sont inspirés. Un truc vraiment costaud que je voulais mettre à disposition du public au moment de la sortie du film. Malheureusement, il n'en reste plus rien. C'était le site avec lequel on bossait. C'était l'interface avec Studio 4C. Donc Studio 4C réagissait, je réagissais à mon tour. C'était une espèce de Google Doc maison, fait maison. Et du coup, là-dedans, je mettais aussi pas mal de choses, d'intentions, de dessins de Blacky, de mes dessins, d'extraits de la BD, de manière à ce que tout soit extrêmement clair, validé, verrouillé, quoi.
Ok, et tu veux lui passer un petit message du coup? Bah Blacky, on a du pain sur la planche, mec. Mais j'adore ce gars, en fait. Vraiment, j'aime profondément ce mec-là. Et il a un talent de gros malade. Au début, j'en étais presque jaloux parce que je me disais, putain, il arrive à faire avec une facilité déconcertante tout ce que j'aimerais pouvoir faire, tu vois. Mais après, il faut se rendre à l'évidence, il faut se dire, bon, il y a des bons, il y a des moins bons. Ben, je préfère qu'il soit dans ma team, tu vois, qu'en face de moi sur un champ de bataille, tu vois. Donc non, Blacky, en plus c'est une crème, il est super gentil. Enfin, c'est vraiment un super gars, quoi. Ouais. Bon. Big up Blacky. Donc on parlait des différentes adaptations, séries, animations et tout ça. Je sais que depuis un moment tu parles de jeux vidéo, que c'est quelque chose qui te plairait beaucoup. Ah ouais. Et est-ce que tu imagines sortir des choses? Je me rappelle qu'à la fin du tome 5 de Mutafukaz, vous avez fait avec Florent Maudou et Singe-Dain des espèces de petites pochettes version mashup mortal, Marshall Mathup. Ça serait mortel. À fond. Mais ça, on avait fait ça pour déconner, et il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'était des projets à venir. Ouais. Donc encore aujourd'hui, il y a des mecs qui me disent c'est vrai qu'il va y avoir un mash-up entre Freaks, Grosserie et Mutafukaz. Je dis putain les gars, je vois pas trop comment ça pourrait marcher, mis à part de faire une espèce de vortex entre des mondes, des réalités alternatives, tu vois. Mais non, c'était juste pour un délire, pour s'amuser. On avait fait ça avec Mommy Folie, à Lyon à la base, et voilà. Après, un projet de jeu vidéo, j'adorerais. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je cède aussi mes droits, tu vois, dérivés en Kama. Donc à un moment donné, s'ils n'ont pas envie de faire un jeu vidéo, bah il n'y a pas de jeu vidéo, quoi. Ouais. Donc moi, ça doit être une volonté, ou alors s'il y a un licencié qui arrive et qui dit moi je veux la licence Mutafukaz pour faire un jeu vidéo, à ce moment-là, oui, ça existerait. Moi j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances. Puis alors là, un jeu vidéo, c'est juste. C'est reparti pour 8 ans, je sais pas combien de prod, tu vois. Donc, mais il y a tellement de choses à faire, mais même, et ce qui pourrait être agréable avec Mutafukaz, c'est que ça pourrait être un jeu de combat, ça pourrait être allez, soyons fous, un GTA-like, tu vois. Il y aurait plein de choses à faire. Il y aurait des trucs cool à faire, tu vois. Cool à faire. Ubisoft, si vous m'entendez, j'achète tous vos jeux. Ce serait temps de rendre l'appareil. Donc, ouais. Ouais, on va finir par une petite question par rapport au film toujours. Tu as lancé une grande tournée à travers la France où tu présentes ton film, où tu te déplaces avec le camion qu'on peut voir dans les bandes annonces, le camion de glace qui est utilisé dans le film, que vous avez remonté. Vous vendez des glaces noires rapport aux machos. Qui sont délicieuses. J'aimerais bien en goûter. Est-ce que tu as eu des retours un petit peu? Comment ça se passe? Les gens sont en kiff, Les gens sont en kiff. Déjà après les projections, ça se passe toujours très bien. Les questions-réponses sont toujours super intéressantes parce que moi je reste sur place pour discuter avec le public. Ouais. Je trouve que c'est toujours super intéressant et les questions sont toujours pertinentes. Ouais. Et effectivement, ces projections sont parfois accompagnées d'un concert de Toxic Avenger, de la présence du fameux camion de glace qu'il y a dans le film, où on vend nos fameuses glaces noires, et aussi d'un shop où on vend aussi les pizza box, et aussi une petite exposition où on montre un petit peu les coulisses, tu vois, une espèce de petit making of, ou aussi des références ou des dessins originaux, des Gengas de Studio 4C et des décors originaux de Kimura-san. Donc c'est vraiment cool. Par contre, ce qui est un peu difficile, c'est que le camion de glace, il n'est pas présent sur chaque déplacement. Ça dépend d'un tas de trucs, ça dépend de l'endroit, ça dépend des consignes de sécurité. Donc je trouve ça tellement dommage. J'aurais vraiment souhaité qu'ils me suivent partout, mais bon, c'est que sur quelques dates. On va d'ailleurs bientôt mettre les dates sur la page Facebook de Mutafukaz. Okay. Qui expliquera spécifiquement les dates où il y a ce camion et les dates où il n'y a pas. Ok. Dans notre podcast, on a l'habitude de finir ou de commencer nos émissions avec un gros bouilla. Vu qu'on est chez toi, on se demandait si tu voulais qu'on fasse un bouilla motherfucker. Ouais, comment on fait? Bon, on le fait pas trop près du micro. Et on dit, tu veux dire quoi, bouilla Mutafukaz? Ouais, si ça te va. Ouais, carrément. Bouilla Mutafukaz! Bon, on arrive à la fin de cette interview. Bon, alors, on avait encore plein de choses, je pense, à te demander, à dire, tellement
Tellement il y a tout ton boulot, tous les gens avec qui tu travailles, les auteurs de talent, et puis tout ce qu'il y a dans le label 619, peut-être une prochaine fois, en tout cas on l'espère. Carrément. Merci beaucoup à toi de nous avoir reçus ici et Merci beaucoup. à Ankama. Merci à vous. Merci à Sam qui a fait l'émission avec moi et à Jeanne aussi qui nous a aidé beaucoup sur les images. Merci à toi, Petrus, pour la réal. Bah écoute, avec plaisir, c'est vraiment un plaisir. Donc juste pour vous dire, ceux qui regardaient cette vidéo, vous retrouvez une partie de cette interview dans l'émission 99 de Comics Outcast, parce qu'on y consacre le dossier sur le label 619 et le film Mutafoukaz, et on aura la chance et le plaisir, vous l'aurez compris, d'y recevoir Guillaume Singelin, aka Blacky. Je vous rappelle que Comics Outcast est une émission diffusée sur Radio Kawa, que vous pouvez nous retrouver tous les 15 jours sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous êtes bien évidemment les bienvenus pour discuter de comics dans la bonne humeur et surtout la mauvaise foi sur le groupe Facebook, le Bouya Comics Club. Vous nous demandez, on approuve et on discute. Et sur ce, je dis au revoir à tout le monde. Merci, ciao. Merci les gars, c'était cool. Merci. Merci à toi. Ciao.